Engel. Excuse-moi, j'ai un En mode avion avec Fred Testo. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes donc en mode avion avec Élise et Fred, un autre Fred, donc forcément les Fred sont sympathiques, hein, c'est comme les François, les Raphaël, les Paul, etc. etc. Et les Élise, j'en ai connu 4 qui étaient super aussi adorables, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça se passe mal. Donc c'est pareil, les Élise c'est un super prénom. On parlera d'ailleurs en fin de podcast des prénoms de gens avec qui il faut pas rencontrer, quoi. On va vous donner une liste de 15 prénoms. Donc c'est des trucs, il y a des gens qui doivent se dire à la fin, on attend, et puis moi j'ai complètement oublié tout à l'heure, donc évidemment j'aurais oublié. Fred, je voulais rebondir sur un truc, normalement j'aurais dit, alors Élise, honneur aux dames, voilà, la galanterie, mais j'ai un petit problème, parce qu'aujourd'hui il m'est arrivé un truc incroyable, c'est que j'ai été dans un embouteillage, et je me disais, c'est dingue, le feu rouge d'en face, il est vert, il n'y a aucune voiture, et nous on est rouge, et on est 200 à attendre, à Paris en l'occurrence, hein, c'est une anecdote très fraîche. Et donc, comme toi, je sais que tu sais tout sur tout, quasiment. Tu parles. Voilà. T'es un peu mon dictionnaire. Dès que j'ai un problème, je t'appelle. Il se trouve que tu avais des réponses à nous apporter. Je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas des gens qui ont inventé, ça n'existe pas, des caméras pour capter le trafic, pour qu'il n'y ait plus d'embouteillage. Ouais. Et là, je te pose la question, Fred, est-ce que ça existe ? D'abord, ça existe à certains endroits, c'est les feux synchronisés, mais même en France. Mais c'est vrai qu'on a un retard incroyable quand tu vois certains pays. Tu prends des pays qui n'ont pas le choix parce qu'ils sont obligés de gérer. En l'occurrence Singapour, compte tenu de la physionomie de Singapour, et qu'ils n'ont pas la capacité d'avoir autant de voitures que les gens voudraient avoir de voitures, du coup ils sont obligés d'organiser les flux de voitures. Et donc ils ont fait des systèmes où ça va bien au-delà de simplement synchroniser des feux par rapport à la circulation. C'est qu'en fait ils synchronisent les feux, ils ont mis des systèmes où, en fonction des horaires, pour éviter les embouteillages et étaler du coup la circulation, tu as des horaires où tu payes quelque chose et des horaires où tu payes pas. Donc en fait, non seulement c'est synchronisé et en fonction du flux, et tout est surveillé par caméra, du coup, il passe au vert, au rouge, tu vois. Mais de surcroît, si par exemple tu veux pas payer toi, bah, tu choisis ton horaire pour aller faire telle course ou autre, ou prendre ta voiture, et dans ce cas-là, tu passes au travers de la circulation avec péage. Donc tu peux aller très 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 loin dans l'automatisation. Et sur le métro, ils font un truc à peu près pareil, c'est incroyable, quand tu vas là-bas, tout est automatisé et tout le monde respecte, il n'y a aucune bousculade, aucun... Ouais, c'est impressionnant. Ça. Et en fait, ce que tu dis sur le périph', on pourrait le faire évidemment. Aujourd'hui, il suffirait de changer un certain nombre de dispositifs de fonctionnement. Et généralement, j'ai remarqué que dans un pays comme le nôtre, on est toujours très imaginatif sur l'automaticité ou même sur la dématérialisation dès qu'il s'agit de faire payer les gens. Pour le coup, tu prends un truc où ça marche super bien, c'est pour payer tes impôts, dématérialiser, c'est génial. Mais au lieu de faire ce que font des petits pays comme l'Estonie, moi je connais bien, où tu files des services aux gens super positifs, tu peux voter, tu peux obtenir des choses positives pour toi par la dématérialisation, nous, c'est que les trucs négatifs. Ouais. Ça marche très très bien quand on veut te pénaliser, te poursuivre, te faire payer des taxes. En fait, c'est un changement de logique, quoi. Il faudrait essayer de se mettre à la place des gens. Ça calmerait. On s'énerve rapidement dans un embouteillage. Ah oui, moi, j'ai changé 2 fois de t-shirt. Bah voilà. J'ai vu, hein. Quand je t'ai récupéré, c'était... J'étais tendu, hein. C'était chaud, hein. Non, mais c'est un beau préambule parce que, d'ailleurs, en Estonie, à Tallinn, la capitale, les transports publics sont gratuits. Bah oui. Ça, c'est quand même... c'est des vraies logiques. On s'est aperçu que, du coup, ça ramenait plus des gens vers le centre-ville, et du coup, on pouvait taxer d'une autre manière, mais bon, voilà. Bien sûr. Moi, 20 fois, je me suis dit, mais pourquoi on ne met pas, à Paris par exemple, sous les hippodromes, des grands parkings géants gratuits. Comme ça permettrait que tous les gens qui arrivent de banlieue, au lieu de rentrer dans Paris, tu mets des navettes après, et les gens rentrent dans Paris. Et au lieu de ça, on fait des trucs où on rétrécit les voies, on pénalise tout le monde, on met des trucs, mais par contre, on ne donne pas les moyens aux gens de le faire de manière positive. C'est un peu le monde à l'envers à chaque fois. C'est vrai que nous, comme on est un vieux pays, il y a des choses que, forcément, qu'on a enlevées. On a enlevé les tramways pour en remettre. Ouais. Et l'Estonie, qui est un jeune pays, ils n'ont pas eu le temps d'enlever les tramways. Ils ont gardé. Donc, finalement, ils sont plus en avance que nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, je rebondis sur Élise. Élise, qui est à ma droite, parce que les gens se demandent dans le podcast qui est à gauche ou à droite de Fred. Alors que c'est pas du tout intéressant. Donc, on leur répond pas à ces gens-là. C'est vachement des messages. Enfin, non, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais eu de message comme ça. 2 fois, oui. Mais c'est la même personne. Je crois que c'est quelqu'un de l'équipe qui veut nous nuire. Ouais. Oui, parce que je rappelle aussi que c'est une émission qui est en public, avec un public de 1 personne, qui peut intervenir à tout moment, qui est aussi le coproducteur, Raphaël Fruchard. Et poser des questions.
et qui peut poser des questions à un moment donné. Alors, moi, comme je suis égocentrique, il posera des questions et je lui demanderai de la couper pour qu'on croie que c'est moi qui l'ai posée. Et je ramène tout à moi, évidemment. D'ailleurs, je voulais que ça s'appelle Fred, et on a dit non, c'est en mode avion. Mais bon, c'est pas grave. Donc, Élise, je rebondis sur toi, puisqu'en parlant d'écologie et d'idées intéressantes, etc., il se trouve que toi, tu fais quoi dans la vie ? Alors, moi, je suis chargée de faire rayonner à l'international un projet extraordinaire qui s'appelle le Manta, qui est porté par une association qui s'appelle The Sea Cleaners, qui a été fondée par le navigateur Yvan Bourgnon, qui a fait le tour du monde, en fait, quand il était petit, de l'âge de 8 à 12 ans avec ses parents, et qui est devenu un skipper professionnel par la suite. Et en refaisant un tour du monde, en 2013 à 2015, il s'est rendu compte que les lieux paradisiaques où il avait navigué enfant étaient devenus des décharges à ciel ouvert, par exemple aux Maldives. Ouais, et ça, en fait. Lui a dû plusieurs fois démêler son petit catamaran qui était vraiment bourbé dans des déchets plastiques. C'était l'horreur. En tant que navigateur, il a dû abandonner 4 courses, je crois, à la suite de collisions avec des OVNI, des objets flottants non identifiés. OVNI, voilà. Ouais. OVNI. Et notamment, je crois, en 2015, dans le golfe de Gascogne, il a heurté un container et donc il a dû abandonner la course juste après le départ. Donc il a décidé de créer cette association et donc le bateau sera mis à l'eau en 2024. C'est un bateau qui fonctionnera 75% du temps avec des énergies renouvelables, des panneaux solaires, des éoliennes, et qui transformera les déchets qu'il ramassera en électricité. Donc là, le bateau sera alimenté par des déchets plastiques. En fait, le bateau, c'est vraiment, il s'appelle le Manta, parce c'est du biomimétisme. On s'inspire en fait de la raie Manta, qui, elle, avale le plancton pour se nourrir. Nous, on avale le plastique. Voilà. C'est et donc, c'est absolument génial. Donc le plastique est trié à bord du bateau par des humains. Et puis évidemment, si on a du bois flotté ou des animaux, on les remet à l'eau. On a tout un tas d'autres systèmes de collecte. On a des filets sur le côté qui iront à 1 mètre sous l'eau. On aura des grues pour des très très gros déchets. On aura 2 petits bateaux de collecte aussi qui iront dans les rivières. Là où le Manta ne pourra pas aller, parce que le Manta, il est quand même haut comme l'Arc de Triomphe. Ah, voilà, donc c'est pour les dimensions, c'est quand même une dimension assez remarquable. Voilà. Et à bord, on accueillera aussi des scientifiques pour mener des recherches et contribuer à la recherche internationale, parce que tous nos résultats seront partagés avec la communauté scientifique internationale en open data. Certaines données du Manta aussi, pour construire le Manta, nous on veut inspirer les pays qui pourraient construire d'autres bateaux. Donc le but, c'est de partager. Voilà, exactement. On n'est pas constructeur de bateaux, on ne va pas fabriquer des bateaux, on n'est pas une start-up, on fonctionne un peu comme une start-up. Et comment on peut aider ça, nous, par rapport au en donnant de l'argent. Non mais voilà, c'est important aussi de... Absolument. Des fois, les gens cherchent et ne savent pas comment aider. On a des mécènes, des entreprises privées, mais on a aussi des donateurs, des citoyens. N'importe qui peut donner. On a d'1 euro à des sommes un peu plus importantes. Et puis, et en attendant, avant que le bateau soit mis à l'eau, on organise des collectes sur les plages depuis des années. Donc ça, c'est extraordinaire, parce qu'on voit vraiment que les gens ont envie d'agir. Oui, aujourd'hui, ça change complètement. C'est vraiment super. Et il y en a notamment les gamins. Et notamment les enfants. Les nouvelles générations Absolument. sont concernées. Quand j'étais jeune maire adjoint, moi, de ma ville, j'organisais dans le parc de Saint-Cloud, qui était juste à côté, des après-midi de temps en temps avec des gamins. Ah bah oui, juste pour ramasser les déchets. Bah ça, c'est génial. Et ça fonctionnait, ils étaient super motivés. Bien sûr. On prenait des précautions, parce que des fois, tu trouves des trucs, une seringue, un machin, un truc, donc il faut faire gaffe. Mais c'est impressionnant, la manière dont on peut changer les habitudes des adultes grâce aux enfants. Et on avait fait un truc aussi avec des piles, comme ça. On avait fait les premiers réceptacles de piles usagées qu'on avait mis dans les écoles. Et c'est les gamins qui tiraient les parents et qui... Ça, je crois beaucoup à ça. Mais ça passe par les enfants. Dans la conscience et le changement de mentalité, j'ai tout de suite, quand tu dis ça, j'ai l'image d'un pote, enfin quelqu'un que je vois plus, qui justement, mais sans déconner, parlait en fumant des clopes. Moi, j'ai fumé aussi à l'époque. Et surtout, en étant concerné, non mais c'est dingue, parce que tu sens, à un moment donné, t'as vu qu'ils ramassent pas les poubelles, il y a la grève de machin, en clopant et en jetant sa clope devant moi comme ça, tac, comme... Plein de gens l'ont fait, moi aussi je l'ai fait. Alors qu'on est déjà arrivé dans une ère où tu avais 8 cendriers sur la terrasse du bistrot devant, quoi. Au ski, et la personne ne se rend même pas compte. Quand on était môme, on s'en rendait pas compte. Et c'est juste pour dire ça, c'est même pas de la malveillance là. Ça s'en rend même plus compte. Donc ça, c'est une conscience que les jeunes ont aujourd'hui, je pense. En tout cas, qu'il faut. Il faut changer les habitudes. Ouais. Parce que le mégot, je sais plus combien de temps un mégot met
à se décomposer. Mais une bouteille d'eau, c'est 450 ans. Enfin, on pourrait aussi Donc, obliger après les inventeurs de la cigarette à faire des filtres biodégradables aussi. Ah oui. Ça serait une super idée. Ah bah oui. Là, du coup, on pourrait dire, bon, bah vas-y, allez, refumer. Allez, je Ouais, refume. Si le lobby du tabac nous entend. Voilà, mais oui, ça serait une super promo. Absolument. Tu vois, faites un truc complètement biodégradable, comme ça, vous allez voir, on va relancer de la pub sur la clope. C'est peut-être une mauvaise idée, là. Mais bon, en tout cas, pour rebondir justement sur les jeunes, parce que là, il y a beaucoup de rebonds. Hein. On a l'impression qu'on a bossé, alors que je vous jure que j'ai pas du tout travaillé. Comme d'habitude, moi, je veux que ce soit une conversation normale, mais là, il se trouve qu'il y a beaucoup d'actualité, puisque le Fred en question aussi vient de racheter, remettre à flot Pif Gadget. Le magazine de notre enfance. Voilà. Alors expliquez-nous, là, je vous vois, Frédéric, je vous appelle Frédéric aussi, parce que c'est un peu sérieux. Ouais, Donc, Pif, faut qu'est-ce pas qui se rigoler. passe Voilà. Alors avec Pif, qu'est-ce qui se passe pour rebondir justement sur la conscience écologique et intellectuelle de nos jeunes. Bah, d'abord, Pif nous manquait. Voilà, Ah oui. déjà, Déjà. très bien. Ah oui, c'est vrai. Et on s'en est aperçu, parce que quand on a sorti le 1, on a été débordé, on a été obligé de faire 3 retirages. Il y a 125 000 personnes qui l'ont acheté, il y a 5 000 personnes qui sont abonnées en 3 mois. Donc je vois que Pif manquait vraiment. Et Pif, c'est d'abord une forme de conscience, en fait. C'est ça qui est intéressant, depuis toujours. Et puis C'est-à-dire ça que- parle à tout le monde, hein, des d'abord- grands-parents, des parents. Ah, puis ils ont Ouais. voulu faire découvrir très tôt les progrès scientifiques aux gamins qui n'avaient pas accès, parce qu'ils n'avaient pas d'argent dans des familles qui n'avaient pas nécessairement de sous, qui soient en capacité de connaître les questions scientifiques. Sur la problématique écologique, c'est impressionnant. C'est-à-dire que ce soit de manière très rigolote La Jungle en folie, ou que ce soit Rahan, Ah ouais. en fait, sont des emblèmes de l'écologie. Oui, Et donc, complètement. voilà. Et donc, je pense que ça manquait dans le paysage. Il fallait essayer de faire revenir ce héros national qui était Pif. Et donc, avec quelques amis, on s'est retroussé les manches et on s'amuse comme des fous, en fait. Et c'est devenu un magazine écolo, 100% écolo. Alors, je dis 100%, on n'est jamais complètement, malheureusement, parce que dans la fabrication, mais on est en train de faire bouger, y compris les lignes. C'est-à-dire que là, avec notre imprimeur, on a fait un appel à des startups, on est en train d'essayer des nouveaux systèmes d'emballage. Ouais, mais c'est ça Voilà. qui est- Donc c'est assez intéressant. Là, sur les petites figurines, par exemple, avec une des grandes maisons qui fabrique, je suis en train d'essayer de créer avec eux une filière qui n'existe pas pour essayer de fabriquer des personnages, mais avec du plastique recyclé au lieu de faire ce qui se fait aujourd'hui. Donc voilà, on essaye de faire des progrès dans la fabrication, mais surtout en termes de message. génial. Et là, c'est amusant parce que le prochain album de Pif et Hercule, en fait, il est complètement sur la problématique du plastique dans les océans. Je vous félicite. Et là, dans le Mac 2, Voilà. c'est pour ça qu'on va, mais on va se retrouver, on va faire Vous la avez le droit de rencontre, manger faire affaire. entre-temps. on va faire la rencontre Pif et Manta Ah bah voilà. dans le prochain album et surtout dans le Mac 3, on va essayer de faire ça en juin. Ce serait génial parce que c'est exactement les problématiques qu'on défend, c'est-à-dire cette prise de conscience qu'en fait nos océans sont devenus non seulement des poubelles, mais que on est en train nous-mêmes, en attaquant cette biodiversité qui est en réalité ce qui nous fait vivre, hein, Ouais. on est en train de se détruire nous-mêmes en fait. On détruit. C'est ça qui est... Il faut cette prise de conscience-là, aujourd'hui. Et c'est très intéressant, la problématique des îles. Je parlais de Singapour tout à l'heure, par exemple, sur les déchets, c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un truc. Nous, on en est encore, et comme on est des spécialistes, on est encore au système du tri sélectif. Évidemment, parce qu'on crée toujours des administrations, on est suradministré, donc on crée des agences, il y a l'ADEME, il y a tout ça, qui n'ont pas intérêt, du coup, à ce qu'on change le système, puisqu'ils en vivent. Et quand on regarde des pays comme Singapour, eux, ils ont créé des dispositifs où, en fait, vous n'avez pas besoin de faire de tri. Il y a des systèmes où il n'y a pas de camion qui passe pour ramasser les poubelles. C'est des systèmes où les poubelles, vous les videz de chez vous dans des circuits ou ensuite avec des systèmes d'air, c'est envoyé directement à une décharge. Et là, le tri est fait à partir de la totalité des déchets. Et derrière, ils arrivent à faire des recyclages qui sont proches de plus de 90%. Oui, puis ils font de la géothermie aussi. Et il y a des boîtes françaises qui font ça. Et ces boîtes françaises qui font ça, il y en a une que j'ai bien en tête, les administrations leur mettent des bâtons dans les roues. Alors qu'en réalité, ils sont en capacité de recycler quasiment tout. Et c'est impressionnant. Donc, on voit le décalage entre Vas-y, Élise. ce que nous vivons, ce qu'il faudrait faire, et on voit la conscience justement des enfants. C'est pour Ah ça ouais. que je pense que Pif, pour ça, c'est aussi très important, parce que c'est eux qui peuvent être moteurs de ces évolutions. Et en même temps, nos vieux systèmes, qui sont arc-boutés sur des systèmes d'avantages fiscaux, d'administration qu'on paye, et qui du coup n'ont pas intérêt à voir disparaître un certain nombre d'effets négatifs, et qu'on Ouais. pourrait corriger en réalité, parce qu'on a les moyens de le faire. En plus, aujourd'hui, on arrive au bout. Parce que justement, tu te dis, enfin moi c'est ce que je dis tout le temps et qui m'obsède, c'est que, pardon, je mange en même temps parce que c'est l'occasion du déjeuner. C'est vraiment sur le pouce, c'est très simple. Petit croque-monsieur, voilà, végétarien. Pour ceux qui nous demandent ce qu'on mange. Non, aujourd'hui j'ai l'impression, et je dis toujours cette phrase-là, c'est que avant,
Tu disais, peut-être dans 20 ans, quand tu es dans les années 80, il y aura ça, ça sera génial, quelqu'un inventera ça. Aujourd'hui, ce que tu dis, c'est que, en fait, ça existe, mais le format de plein de pays, on n'est pas en adéquation avec, et voilà, on est dans un vieux monde, et donc on met pas en place le nouveau truc. C'est-à-dire on veut pas les bousculer. Quoi. Enfin, c'est un manque de volonté politique aussi. Après, c'est pas moi qui veux vous l'apprendre. C'est vrai. Il y a un manque de volonté politique, mais en même temps, ils ont le sentiment que c'est infranchissable, parce que paradoxalement, le régime démocratique, c'est évidemment le meilleur. Mais comme il y a des élections régulièrement, les politiques, pour essayer d'appliquer ce à quoi ils croient, ne peuvent pas se permettre de mécontenter des systèmes organisés, parce que s'ils mécontentent des systèmes organisés, du coup, ils perdent le pouvoir, et du coup, ils ne peuvent plus rien faire. Et donc, c'est cette gestion-là, en fait, des priorités, qui fait qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Et qu'aujourd'hui, il y a des solutions évidentes. Oui, il y a aussi le fait de se dire que peut-être il faudrait faire qu'un septennat. Un quinquennat. Ouais. Non, tu fais 7 ans, je pense. 7 ans, c'est pas mal. Ah oui, que 7 ans, du coup. Tu fais que 7 ans, t'as pas le droit de te représenter. Voilà, tu remets le septennat. Comme ça, t'es sûr que la première fois, tu fais tout ce que t'avais envie de faire. C'est ça. Ou pas, parce que de toute façon, tu pourras jamais revenir. Ouais. Plus jamais. Ça a du sens, ouais. En tout cas, le quinquennat n'est pas une bonne chose. Non. De mon point de vue, c'est... Non, déjà non. Et on a américanisé la vie politique. Pour vous, c'est trop court? C'est pour ça que c'est... C'est à la fois trop court, et en même temps, on a déséquilibré notre système. Moi, je serais beaucoup plus partisan, effectivement, d'un septennat non renouvelable, qui fait qu'on a la durée devant soi pour faire une politique, alors qu'aujourd'hui, le quinquennat fait que la dernière année, alors là c'est un peu particulier parce qu'on est dans une telle situation que la politique est bien obligée de s'effacer un peu derrière la réalité. Mais sinon, en temps normal, 1 an avant l'élection, on fait plus grand-chose, on est déjà dans l'élection d'après. Ah oui. Ce qui veut dire que... En plus, c'est logique, c'est normal. Enfin, c'est même pas une critique. C'est-à-dire que s'il y avait un septennat, comme on ne se représente pas, et qu'on fait 7 ans, on ferait 7 ans plein et entier. Alors après, il faut quand même des rendez-vous démocratiques. Mais aujourd'hui, par exemple, les pouvoirs pourraient très bien utiliser, on parlait de l'Estonie tout à l'heure, ça coûte rien de faire un référendum aujourd'hui. Si on le fait par Internet. On le fait sur Internet, sur le ça site coûte rien. Impogouv. Et on n'est pas obligé de faire des référendums Impogouv. Oui. Il suffit, on pose une question, on répond sur la messagerie sécurisée. Sur Impogouv, c'est la seule qui fonctionne bien. C'est la seule qui fonctionne bien, donc voilà, il faut y aller. Voilà. Mais c'est ça, la réalité, c'est ça, c'est qu'on pourrait très bien aujourd'hui. L'État, dans nos pays, a parfaitement la possibilité d'interroger, par exemple, les parents d'élèves ou les enseignants pour savoir si telle réforme est bien ou pas bien. Oui. Mais c'est ce qui manque, d'ailleurs. Je pense que les Pourquoi gens pas ont envie de plus en plus de parler. Oui. Pour ça, d'ailleurs, on est dans cette époque-là, des réseaux sociaux, chacun a un peu le droit, ces 15 minutes utiles, a envie de dire des choses. Donc, c'est dommage de s'en priver, d'ailleurs. Et il y a tellement de réformes, et on parlait de ce qui bouscule, en fait, et qu'il faudrait engager, mais qu'on n'engage pas parce que, justement, ça bouscule. Quand on prend... Et on en parle souvent, Fred, la question du revenu universel. Ah, j'allais y venir. Pour moi, c'est le modèle qui va s'imposer de toute façon dans le monde entier, mais c'est une évidence, quoi. Dans les 10 ans qui viennent, 15 ans qui viennent. Ça ne peut pas être autrement. Et la seule raison pour laquelle, aujourd'hui, le système le refuse, c'est parce qu'en fait, ça va rendre inutile une partie du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on prend l'administration, on a une administration qui d'ailleurs se fait de plus en plus rare dans les territoires ou autres, la ruralité s'en plaint suffisamment, qui est une administration active de service, en fait, pour la population. Ça va être de plus en plus rare. Par contre, celle qui est de plus en plus nombreuse, celle qui nous emmerde, en fait. Dont la seule production réelle, c'est de produire des emmerdements aux gens. Donc, c'est créer des règles, plus les types qui contrôlent que tu appliques les règles, plus les types qui sanctionnent parce que tu n'as pas appliqué les règles qui étaient... Plus les types qui sont là pour t'expliquer les règles tellement elles sont compliquées. Tu prends tous ces gens-là, et typiquement, le revenu universel, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a un système social qui est d'une complexité absolument folle. Où personne n'y comprend rien. Et où, du coup, d'ailleurs, des gens qui sont dans des situations difficiles ont droit à des choses, ils ne savent même pas. Oui, c'est ça, en fait. Alors qu'on ferait un système de revenu universel super simple. Tout le monde y a droit. Même si tu es riche, tu as le droit à un revenu universel. Simplement, toi, comme tu gagnes de l'argent par ailleurs, tu le repayes en impôts derrière. Et donc, il ne sert à rien. Il passe, en fait. Mais l'avantage, c'est que, du coup, on sort de la logique où tu crées tous les systèmes de taxation en fonction de la situation des gens. Si tu as tel âge, tu as tant d'enfants, tu es marié, si tu es chef d'entreprise, c'est ça notre système aujourd'hui. Ce qui fait que personne n'y comprend rien. Ça fait vivre une administration qui n'est pas productive ni de bien-être, mais au contraire plutôt d'emmerdement. Et ça, aujourd'hui, en fait, c'est facile de le changer. Mais est-ce que, par exemple, un zadiste aurait droit à un revenu universel ? Mais pourquoi pas ? Oui. Et d'ailleurs, en fait, un zadiste, au fond, ce qu'il défend, moi, m'intéresse, en réalité. Bien sûr. Après, il a une méthode parce que parfois, il mêle des idéaux à de l'idéologie, ou parce qu'il
il a le sentiment qu'en fait, ce système dont je dis qu'il faut qu'on le bouscule, nous, tous les citoyens, mais il a le sentiment qu'en fait, comme on ne peut pas le bousculer, le seul moyen, c'est d'utiliser la violence. Mais sur le fond, c'est intéressant ce que défendent souvent les zadistes. Non, mais c'est surtout que pourquoi demain tout le monde ne serait pas libre de vivre dans ce pays de la manière dont il veut vivre. Par contre, en réduisant tout en une seule chose, c'est que tu as un revenu universel suffisant qui te permette, il faut trouver la somme qui te permette à chacun d'avoir déjà, quand tu arrives à 18 ans, d'avoir un pécule financier, comme ça. Ouais. Tu es indépendant, donc ça veut dire dès ta naissance, mais tu vas nous l'expliquer parce que il a fait un bouquin, Mais je sais. ce jeune homme. Et ensuite, pouvoir subvenir à ton minimum. Donc après, si toi, tu as envie de faire autre chose, tu fais autre chose. Mais si tu veux être juste toute la journée à être là, à créer ou à être en communion avec la nature, pourquoi pas? De toute façon, ce n'est que de la positivité, en fait. Donc chacun doit être pris dans son intégralité et on ne doit pas imposer aux gens de vivre comme ci ou comme ça. Il y a peut-être des gens qui, si tu leur donnais la possibilité, le minimum en tout cas, peut-être qu'ils se diraient, j'ai la chance en tout cas dès 18 ans, de dire, je vais faire autre chose. En fait, moi, ce que je veux, c'est faire des cabrioles sur la plage, en faisant des vidéos sur Internet, et c'est très drôle. Non, mais pourquoi pas? Mais voilà, je pense que ça serait beaucoup plus logique. Et toi, tu as trouvé une solution, Fred. C'est important. Et on va rebondir sur ce qu'il nous dit, Élise. Ouais, il y a des tas de pistes. Si on est d'accord ou pas. Il y a des tas de pistes, en fait. Après, moi, j'applique pas comme ça un schéma imposé, mais je pense qu'il y a des évolutions de la société et ça dépasse complètement, alors pour le coup, les opinions politiques des uns et des autres. Ben oui, justement. C'est-à-dire ça, on s'en fout complètement de savoir. D'ailleurs, c'est complètement en décalage avec les modèles de gauche ou les modèles de droite. Donc, oui, mais c'est ça qui c'est comme l'écologie. Mais ça rejoint d'ailleurs. C'est pour ça que c'est intéressant. Souvent, je me retrouve en phase avec des écologistes. Et je me suis retrouvé, y compris d'ailleurs quand j'avais des fonctions politiques, moi j'ai arrêté la politique, mais quand j'avais des fonctions politiques, je me suis retrouvé à mener des combats avec des gens qui étaient censés être mes opposants. Bah oui, parce qu'il faut prendre des idées là où parce que là, on est sur des sujets qui sont tellement importants. En fait, nous, tout notre système, c'est ça notre problème, c'est qu'on a inventé un système dont on ne sait pas sortir, où on veut corriger les inégalités. Donc pour corriger les inégalités, on laisse se faire les inégalités, et puis derrière, on invente des usines à gaz dans tous les sens pour les corriger. La réalité, c'est qu'il faut basculer et changer de mentalité et faire du préventif, en fait. Et donc, pour faire du préventif, évidemment que l'idée du revenu universel de la naissance à la mort, le premier réflexe, les gens disent, mais on va pas payer des gens à rien faire. Oui. Premier truc. On dit ça toujours. Toujours, premier truc. Alors que déjà, pourquoi pas, en plus? Déjà, pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? C'est le principe même du capitalisme. C'est-à-dire que quand il y a des dividendes de quelque chose, c'est normal qu'on les partage avec tous les actionnaires. Donc on part du principe qu'on est tous les actionnaires de notre monde. À partir du moment où notre monde fait des progrès sur telle ou telle chose, ou dégage des richesses sur telle ou telle chose, pourquoi on n'aurait pas le droit à avoir une part de ce dividende-là? Et quand on prend un exemple tout bête, c'est ça, je pense à quoi tu fais allusion dans le livre, sur la data, où aujourd'hui, il y a quelques entreprises dans le monde, les fameuses GAFA, qui se gavent sur nous, en fait. Ouais. Ils sont seuls à en tirer les richesses. Les États voient passer sous le nez les richesses parce qu'ils jouent des systèmes de fiscalité. Et nous, les citoyens qui utilisons tous les outils que nous proposent, et on est ravis de les utiliser, les GAFA, en réalité, alors qu'ils utilisent notre ADN, nos données, on n'en tire aucun revenu. Donc moi, je propose qu'il y ait une partie de ce qui est généré comme richesse par l'utilisation de nos données à chacun d'entre nous, qui reviennent à chacun d'entre nous. Alors après, il y a plusieurs moyens de le gérer. Moi, je fais des propositions, mais on peut le gérer de manière collective, ce qui est quand même assez l'esprit d'un pays comme la France, mais on peut aussi le gérer de manière individuelle. Mais en tout cas, ça permet de financer pour partie le revenu universel. C'est une première recette qui va vers le revenu universel. La deuxième, je l'ai évoquée tout à l'heure, elle est très simple. C'est qu'en fait, à partir du moment où une grosse partie de l'administration, qui est celle de contrôle et de sanction, n'a plus d'utilité, ils vont faire autre chose de leur vie. Et ils seront ravis d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas nés en se disant comment on va emmerder les gens. Ils sont pris dans un système. Donc, du coup, tout ça, ça a un coût. Parce que les gens ne s'en rendent pas compte, mais la gestion du modèle social, je ne parle pas de l'argent qui va de la poche des uns vers la poche des autres pour les gens qui ont le plus de difficultés, mais je parle de la gestion du bazar. C'est 30 milliards d'euros quand on prend toutes les strates en France. C'est-à-dire le gars qui te dit si tu as le droit aux APL ou pas. Si tous ces trucs-là. Ou celui qui te dit, monsieur, vous avez fait ça. Il faut nous rendre les 30 euros en trop. Ou tous les lettres que tu vas recevoir pour. C'est vrai. Ou la lettre recommandée que tu vas recevoir pour 0,27 centimes. Enfin, toutes ces conneries qui dépensent de l'argent pour rien, quoi. Mais donc, vous avez dit que vous avez arrêté la politique, mais là, c'est. Non, mais moi, je défends mes idées. Mais comment justement faire passer
ce genre d'idée et comment c'est tout vous le allez sujet. créer un think tank? Justement, c'est ça. Non, c'est tout le sujet. Moi, j'ai eu un think tank, j'ai fait de la politique, j'ai fait à peu près tout ce qui existe comme mandat, parce que j'ai été élu local, j'ai été élu, j'étais parlementaire, j'ai été au gouvernement, donc j'ai fait tout ça. Je l'ai fait de manière passionnée, je me suis heurté à beaucoup de murs, notamment à l'intérieur du système. Quand je défendais le télétravail, je raconte dans un de mes bouquins, je ne sais pas si c'est dans celui-là ou un autre avant, mais je raconte comment Fillon, qui était Premier ministre, m'a quasiment insulté et mis au banc de notre groupe politique à l'époque, parce que je défendais le télétravail, alors qu'ensuite, quand on voit aujourd'hui que le télétravail, c'est la solution qui nous sort des difficultés, c'est paradoxal quand même. Surtout que tu dis même au-delà, peut-être ce qui va arriver certainement, c'est que télétravail dit en plus diminution des bureaux, donc peut-être des bureaux qui vont être mis en logement, mais donc que accès au logement, donc ça va plus loin même. Mais c'est vertueux à 100%. C'est-à-dire que quand on parle de la désertification des campagnes, pour moi la priorité c'est quoi? C'est au contraire d'amener le numérique. Ils viennent vers le podcast à haut débit quand même là. Je m'inquiète. On n'a pas dérapé, pourtant on a dit des trucs normaux. Le haut débit et le numérique dans toutes les campagnes. Du coup, qu'est-ce que ça permet? Ça permet avec le télétravail que les gens restent dans leur village. S'ils restent dans leur village, du coup, il y a des enfants, du coup, on ne ferme pas les écoles, du coup, on ne ferme pas les postes. Ouais. Alors qu'en réalité, on crée un mouvement exactement inverse. Donc, on a la clé. C'est-à-dire que, et aujourd'hui, en plus, c'est ce qu'on dit dans le bouquin, que j'ai écrit avec Bernard Chosreau, qui par ailleurs est un de mes compagnons de route sur PIF. Mais aujourd'hui, il faut absolument tirer les leçons de ce qu'on est en train de vivre. C'est-à-dire qu'il faut tirer du positif. Comme disait l'ange Gesrad dans Zadig, vous vous souvenez de mon Zadig et Voltaire peut-être, mais comme disait l'ange... Parce qu'en plus, la vraie blague, c'est que c'est vrai que c'est un livre que je lis tout le temps, c'est mon livre, je l'emmène partout. Et l'ange Gesrad dit dans Zadig, il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. Moi, je pense qu'aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de vivre peut bousculer un certain nombre de nos habitudes en termes de consommation. Le nombre de gens qui me disent, j'ai redécouvert la lecture. Les gens qui se mettent, du coup, parce qu'ils n'ont pas eu d'autre choix, à recuisiner un certain nombre de produits. Ça a été au moment du confinement très dur qu'on a eu il y a 1 an. Et donc là, sur toutes ces questions-là, en fait, et sur la question du télétravail, il n'y a pas une boîte normale qui va reprendre les choses comme avant. C'est impossible. Et d'ailleurs, les cadres, tous les gens qui peuvent le faire, évidemment, tout le monde ne peut pas faire du télétravail. En tout cas, ceux qui peuvent le faire aujourd'hui, il n'y en a pas un qui ne veut pas au moins pouvoir en faire 2-3 jours par semaine. Et rien que faire ça, on a calculé que si on arrive à 3 jours par semaine, ça permet dans les boîtes, du coup, de réduire les bureaux, donc de réduire les chauffages. Ça permet évidemment de réduire considérablement les coûts de transport pour les gens. L'empreinte carbone. Et du coup, ça permet, c'est vertueux, de maintenir les gens dans leur village, dans leur petite ville. Et puis même quand tu travailles dans un bureau, ta santé mentale, parce que tu vas être content de répondre tu fais beaucoup de mails, 3 Zooms, tu te mets une chemise, une cravate s'il faut, encore maintenant de moins en moins. Tu peux être en t-shirt, tu réponds à ton truc, mais bon, t'es en caleçon. Entre-temps, tu finis ta peinture parce que tu avais entamé ta salle de bain. Tu vois, donc t'as fait des trucs. Ouais. T'as fait ta vaisselle aussi. Tu rentres pas le soir à 20h, j'ai pas fait ma vaisselle. Du coup, c'est le bordel chez moi. T'as tout un truc où du coup, tu prends plus soin de toi, de ta maison, de ton... Et puis à 18h, t'es au bistrot pour aller faire la fête avec tes potes, par exemple. Enfin, j'imagine. Moi, j'ai pas travaillé en bureau. En tout cas, j'avais des horaires un peu flexibles, mais donc j'ai eu cette chance. Mais c'est vrai, t'as un truc. Enfin, moi, je parle par rapport à des potes ou des gens avec qui je travaille aujourd'hui. Du coup, tes 3 jours sont à fond aussi, et t'es super content d'aller au bureau, parce que de retrouver un peu la bande avec qui tu t'entends bien. Pour ceux qui sont contents, parce qu'il y en a qui sont pas contents, mais quand même, c'est très positif en tout point. Mais ça, c'est dans notre pays, dans notre société ou en Europe. Mais c'est vrai que... Ça existera peut-être, madame, dans 150 ans. Non, mais ailleurs. Non, ça peut exister pas ailleurs. Aux Philippines, par exemple, dans des pays, ou des pays en développement. Par exemple, ce qui est génial en Afrique aujourd'hui, c'est qu'ils sont en train de sauter des cases, y compris... Voilà, oui, parce que nous, on souffre. Parce qu'en fait, ils font tout, par exemple, aujourd'hui, sur un smartphone. Tout. Ils ont de l'avance sur nous. Du coup, d'ailleurs, ils ont même des produits culturels qui se créent, qui sont spécifiques pour ce type de support. Et ils évitent un certain nombre d'étapes que nous, on a eu à... Ce que je disais tout à l'heure, par exemple, Singapour, son système de déchets, de tri des déchets, il est bien plus moderne que le nôtre. Donc, en fait, le paradoxe, c'est que parfois, certains pays qui ont pris du retard, compte tenu des progrès aujourd'hui, ils sont en capacité, en réalité, de prendre de l'avance sur les modèles de demain. Et notamment, ce qui, pour moi, devrait être l'objectif essentiel, en fait, et qu'on oublie souvent, c'est le bien-être des gens. Si les politiques existent, si
Leur souci permanent devrait être celui-là, en fait. Mais le bien-être des gens, justement, c'est pas quelque chose qu'il faudrait faire passer en France, mais ailleurs aussi. Je sais, par le biais de l'ONU, c'est peut-être un peu utopique, mais le système a été poussé à un point d'incandescence tel qu'il y a un an, on a quand même été 5 milliards d'êtres humains à être confinés, quoi. Il y a un an, c'était le 5 avril l'année dernière, ou le 12, je sais plus, mais 5 milliards. Parce que le système a explosé, que c'est une crise écologique qu'on vit. Mais est-ce que vous pensez que des pays, il y en a beaucoup quand même, des pays moins favorisés que nous, sont prêts justement à remettre en question ce système aussi, à s'adapter? Hier, j'en parlais justement avec des professionnels du droit. C'est super intéressant de voir comme, notamment par exemple par le biais de la francophonie, aujourd'hui, des gens qui ont vécu la même chose, c'est-à-dire des Français qui sont à l'étranger. Moi, j'ai représenté à un moment dans ma vie des Français à l'étranger. Des gens qui sont à l'étranger, qui ont subi du coup la même chose que nous, qui l'ont vu avec des modèles différents, donc les gens se parlent. Ensuite, qui ont eu des difficultés dans leur rapport avec la France, parce qu'évidemment, les consulats, tout ça, c'était compliqué. Qui, professionnellement, ont vu leur business atteint. Ces gens-là ont aujourd'hui envie de se parler, en fait. Et comme les outils le permettent, c'est en train de créer des sortes de partage de compétences, d'expériences, de formation entre des gens qui ont comme point commun la langue, en l'occurrence le français, et qui sont dans tous ces pays dont on parle à l'instant, c'est-à-dire dans tous les pays du monde entier. Et moi, je crois beaucoup à ça. C'est pour ça qu'on parlait de politique tout à l'heure. Je suis presque un blasé de la politique, c'est-à-dire je suis un désabusé de la politique. Ah bah oui, c'est ce que j'allais dire. C'est-à-dire qu'en fait... Et encore, nous, on n'en a pas fait. Non, mais en fait, le système est tellement... il vit tellement sur lui-même. Ça change un peu, heureusement. Et d'ailleurs, la situation fait que même ceux qui ne veulent pas que ça change n'ont pas trop le choix. On a vu les incohérences un peu apparaître, par exemple, sur les histoires de confinement local, avec des voix qui disaient non, il faut faire ci, il faut faire ça. Ouais. Puis rapidement, ils se sont fait remettre dans leur 22, et donc du coup, tout le monde ensuite s'est tu, parce qu'ils sentent bien que les citoyens sont plus prêts à accepter ça. J'espère au moins que cette situation va faire bouger les choses là-dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, ma conviction, c'est qu'on peut faire bouger un pays beaucoup plus par ce que vous faites vous, de l'action associative, par de l'action économique, entrepreneuriale, des boîtes qui vont engager telle ou telle chose. On peut dire ce qu'on veut, Tesla, très bien, mais ils sont en train de faire bouger les choses de manière considérable. Bah oui. Quand tu es dans la Silicon Valley et que aujourd'hui, les gens qui veulent montrer qu'ils ont réussi, ils achètent plus de Ferrari ou de Porsche, ils achètent des Tesla. Et donc, ils revendiquent l'idée que ce soit électrique. Quand on est dans la Silicon Valley, aujourd'hui, le revenu universel, c'est devenu un objectif partagé de tous ceux qui ont réussi. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'en fait, les modèles qu'eux-mêmes portent peuvent peut-être permettre à la masse des citoyens de eux-mêmes se libérer des systèmes. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a tendance à subir. Mais pour ça, il faudrait que tout le monde regarde un peu au-delà des frontières, quoi. Mais on a tendance à subir tous nos vieux systèmes d'encadrement, alors qu'en réalité, on peut construire des choses qui sont transnationales. Mais vous dites que ce revenu universel est porté par les gens de la Silicon Valley, pas ceux qui bossent dans les GAFA. Si, parce qu'en fait, ils sont eux-mêmes un peu en révolte contre les GAFA. Puis d'abord, dans la Silicon Valley, les gens en vivent, mais les gens sont très critiques du système. Ils ont cette capacité, alors parfois d'autocritique, mais surtout, ils se rendent bien compte. Par exemple, les gens qui font des startups, qui vont voir Google les utilise pendant 1 an, leur presse le citron, et une fois qu'ils voient que le truc marche bien, mais que ça leur coûte de l'argent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils les rachètent même pas, maintenant. Ils essayent de les pomper pour les éliminer, et quand ils s'aperçoivent que ça leur coûte de l'argent, eux, le service qu'ils payent à une start-up, ils reproduisent la même chose, et ils essayent, eux, de gagner de l'argent. Donc en fait, tous ces gens sont utilisés par ces GAFA. Voilà, après, regarde, tu as l'exemple des pays nordiques aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, on est au courant de plein de choses quand même, où il y a certainement des défauts, mais par contre, sur l'application de la politique, c'est plus simple. Moi, je le verrais plus comme un truc associatif. Je paierais les gens beaucoup plus cher. Par contre, pour un temps donné, tu n'as plus jamais le droit que ça ne soit jamais un métier. Comme ça, tu fais, voilà, t'es 7 ans partout, totalement, tu viens, t'es très très bien payé parce qu'on te sollicite quand même 24 heures sur 24, ça, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, tu es pas bien payé. Non, c'est ça, en fait, ça va pas. Alors, pas bien payé, tout est relatif, hein. Mais par exemple, les gens se rendent pas... avec 50 000 € par jour qu'on va s'en sortir. Bah oui, c'est pas possible. Non, mais t'as un truc que les gens s'en rendent pas compte, mais moi, je sais que quand j'étais au gouvernement, mon DIRCAB et au moins un de mes conseillers gagnaient plus que moi. Ouais. Ce qui est quand même, dans une entreprise, t'as jamais le patron qui gagne moins. Payé, ouais. Si, peut-être que s'il a le meilleur commercial de la boîte, qui ramène du chiffre grâce au com, il va être payé mieux que le patron, mais sinon, ça n'existe pas, quoi. Et ça, c'est quand même un système qui est complètement pervers. Et comme, en plus, les politiques se rendent compte
qu'il faut calmer les gens. Du coup, ils essayent d'envoyer des images, donc ils attaquent des trucs. Donc ils vont diminuer tel truc. Après, ils inventent des trucs complètement débiles. Moi, quand j'arrive au gouvernement, je suis à Bercy. La tradition, c'est qu'à Bercy, parce qu'ils ont besoin de toi tout le temps, tu as des petits appartements qui sont À disposition. à disposition. Sarko veut, à ce moment-là, envoyer le signal que, justement, on sort des privilèges. Donc, il décide deux choses. Un, que quand un ministre va habiter dans un de ses appartements, il va payer une taxe d'habitation. Ouais. Premier truc. Et deuxième truc, il va être obligé de déclarer en avantage en nature. Très bien, jusque-là, pourquoi pas, sur les principes, ça paraît bien. Ouais. Sauf que, moi, j'ai fait mes calculs à l'époque, ça me faisait perdre l'équivalent de 2 mois de mes émoluments de ministre. Donc je leur ai dit, mais moi, je reste chez moi. En plus, je m'en foutais complètement, c'était pour eux, c'était pas pour moi. Eux, ils avaient envie de m'avoir à 4 heures du matin s'il y avait besoin. En fait, on lâche du lest parce qu'on a l'impression qu'il faut calmer les gens sur des choses qui n'ont aucun intérêt, en réalité. Et sur les choses essentielles, au contraire, tout le monde reste le plus possible attaché à des systèmes de privilèges. Et donc, c'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner bien, en fait. C'est la base, c'est la première idée quand tu accèdes au pouvoir, ce serait de faire ça, en fait, de réformer ça tout de suite. Mais qui aura le courage? Bah moi, mais après, le problème, c'est que j'ai pas mes 507 heures. Ah si, ça, en tant qu'intermittent, j'ai mes 507 heures, mais j'ai pas le... Il te faut des signatures, 450, non? Il faut les signatures, ouais. C'est parti. Bah ici, on en a déjà 4. Il y en a un qui avait, tu te souviens, hein, Coluche, qui s'était lancé. T'as vu ce qui s'était pris dans la tronche. Hein. Ouais. Moi, je me souviens de cette époque. Ouais. C'était impressionnant. Ah, moi, Le système sait se défendre. Ouais, c'est clair. À propos de système, est-ce que vous croyez au Bilderberg? Le fameux... Ouais, enfin... Vous qui avez été ministre quand même, donc... Ouais, mais je pense qu'en fait, tous ces systèmes-là existent et ont du poids, mais en fait, pas plus que d'autres. Le Bilderberg, ce serait une société secrète qui dont dirigerait... ferait partie la directrice de, par exemple, Christine Lagarde, la directrice de... Ouais, mais de fait, ça existe... Enfin, les gens veulent y mettre une image, ça existe de fait. C'est-à-dire que les gens les plus puissants, qui sont à la tête des institutions, effectivement se parlent entre eux, prennent des décisions entre eux, qui, pour partie, ont des influences sur nos vies quotidiennes et sur le monde. Donc, oui, c'est parce qu'il y a une réunion annuelle. Mais tout le sujet après, c'est de savoir est-ce que c'est vraiment ça qui dirige le monde. Moi, je pense qu'en fait, par exemple, ce qui impacte beaucoup plus nos vies quotidiennes que ça, c'est la manière dont l'ENA est devenue, en réalité, l'outil de pilotage de tout. C'est-à-dire, sont les énarques qui dirigent les banques, sont les énarques qui dirigent les grandes entreprises françaises, soit au poste de numéro 1, soit au poste de numéro 2, soit au poste de numéro 3, mais ce sont toujours eux qui dirigent. Sont les énarques qui dirigent l'administration, ils sont faits pour ça. Et sont les énarques qui dirigent les gouvernements, puisque, compris quand moi j'étais au gouvernement, j'étais un des rares qui l'était pas. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Moi, je les vois fonctionner. Comme ils sont de la même école, c'est exactement ce que les gens connaissent quand ils ont fait HEC, les SEC, ou d'autres écoles, l'école des cadres ou d'autres. Tout le monde, après, se fait travailler. Et l'ENA, ils font ça. Donc, en fait, c'est eux qui pilotent absolument tout. Et je pense que aujourd'hui, s'il y avait une sorte de société secrète, elle n'est pas secrèête. Non, mais s'il y avait quelque chose qui influence énorme, en fait, toutes nos vies, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça le plus... le jour où t'as un énarque qui s'occupe d'un manège au jardin d'acclimatation, là, ce sera la fin des fins. Non, mais t'as raison. Non, mais en fait, sans déconner, c'est que c'est aussi... En fait, c'est toujours pareil. Le problème numéro 1, en fait, c'est un manque d'ouverture et de diversité. Voilà, exactement. Pour tout. On est toujours très, très en retard dans un pays qui est tellement magnifique. Et la suradministration, quoi. Ouais, ça aussi, c'est un problème. C'est un problème majeur, parce que ça coûte un pognon de dingue, quoi. Oui, mais c'est pour ça, d'ailleurs, pour rebondir sur le revenu universel, où demain, si tu te dis, dès ta naissance, t'as une somme, t'as 1 200 € par mois. À 18 ans, on avait fait les calculs. Je vais vous le refaire en direct. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on part du principe que de sa naissance à 18 ans, c'est évidemment les parents, puisque les enfants ne vont pas gérer eux-mêmes, qui touchent le revenu universel. Et si on décide qu'ils ont le droit, et on supprime toutes les allocs familiales, tous ces trucs-là, ils ont le droit, du coup, pour gérer la vie de leurs enfants scolaires et tout ça, de dépenser jusqu'à 75% de ce revenu universel. Ça veut dire que les 15% restants, ou 20%, ou 10%, peu importe, après, on met le curseur où on veut, on les capitalise sur un compte, et en fait, dans mon esprit, pour que ça se gère avec des économies de trésorerie pour l'État, parce qu'on est bien obligé de regarder la logique d'ensemble, du coup, l'État ne les verse pas, mais les garde fictivement par citoyen,
Et c'est débloquable, cette somme, À ta majorité? à ta majorité ou à 16 ans. Moi, je fais partie de ceux qui... moi, je trouve que Il 16 ans, faudrait c'est une mieux, majorité d'ailleurs. à 16 ans. Donc, Ouais, bon. ça, c'est vrai. En fait, tu débloques à ce moment-là. Et du coup, les gens se retrouvent avec un capital de 50 000 euros, et y compris le type qui est élevé dans les bars, qui a des parents qui n'ont pas d'argent, il va se retrouver avec 50 000 euros à 18 ans. Et lui, il va pouvoir monter une boîte, ou aller faire des études de ce qu'il a envie, ou se former sur ce qu'il a envie. Et en même Et on temps, va changer ça la vie aider des gens. Les parents pendant. Ça les va leur élèves, permettre leurs de faire enfants. toute l'éducation des enfants. Double truc. Et Et toi, tu as déjà un pécule. voilà. Et comme après, toi, tu le prolonges, tu fais la même chose jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'en fait, tu considères, tu remplaces pas le chômage et tous ces trucs-là, parce que ça, c'est lié au revenu du travail. Les gens qui ont travaillé en plus du revenu universel, c'est normal, qui bénéficient du chômage, de la retraite, de tout ça. Ceux qui décident qu'avec 1 200 euros par mois, ou 800, ou 900, ou 1000, peu importe, après, il faut voir où on le met, mais qui décident qu'ils peuvent vivre. Et après oui. tout, pourquoi pas? Il y a peut-être des gens qui Bien vont sûr. vivre en contemplatif, en élevant quelques poules, sur... Ah oui, et c'est important. Et s'ils Même ont- en lisant des Et puis livres, peut-être qu'ils vont être en fait, tout poètes, simplement. ou peut-être qu'ils vont... et qui, dans la rue, te Voilà. donnera des références. Chacun choisit sa vie. Mais Aux incultes comme moi, où tu auras un mec qui aura, lui, profité de son revenu moi, universel j'ai un pour de lire des mes livres et te meilleurs sortir. amis d'adolescence Ouais. qui, dans la vie, est, pour l'essentiel, contemplative. Et c'est important aussi. Il d'avoir écrit, et ça. parfois, il a d'ailleurs rien publié de ce qu'il écrit, mais il écrit merveilleusement. Et la seule chose qu'il fait quand il fait de temps en temps des boulots, parce qu'il est obligé de ramener un tout petit peu d'argent, il s'achète des œuvres d'art. Voilà, c'est tout. Non, mais en plus, c'est ça le problème. Quand je suis monté à Paris, typiquement, voilà, je me suis dit, ça y est, j'arrête de travailler en tant que restaurateur, en tant que serveur. Restaurateur, le mec a une boulard comme ça. J'étais un petit. T'es voilà. serveur où, toi? Là, après, j'ai fait mes études après à Nice. Et Et donc, je suis remonté à Paris, voilà, dans le Vieux-Nice, donc dans un resto. Moi, une j'étais pizzeria. serveur dans une pizzeria. Bah, moi aussi. Ça mène à tout. Et quand tu arrives à Paris, si tu n'as pas quelqu'un de ta famille qui t'héberge, moi en l'occurrence, voilà, j'ai eu la chance d'être hébergé en banlieue par ma tante et mon oncle, et tu dis, si tu n'as pas ça, moi les autres qui étaient pareils que moi, ils devaient aller bosser en plus. Donc moi après j'ai pu commencer à faire un stage à la radio et hop, c'est parti. Mais les autres, ils devaient aller bosser en plus pour payer leur logement. Tous ceux qui venaient comme moi de province, il y avait ce truc-là, t'as personne à Paris, t'avais même pas un contact. De même, un des trucs que je défends, et ça, moi, je pense que c'est majeur, c'est que le bénévolat, en fait, soit reconnu comme des emplois d'utilité publique, en fait. Et que quand on est bénévole, on crée de la retraite, on crée... c'est Bah normal. oui. Bien Bah sûr. oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui bossent, en réalité, quasiment quotidiennement, qui sont essentiels à nos vies, qui sont bénévoles. Jusque-là, ils donnent de leur temps, alors on trouve des petits systèmes d'avantages, mais ça veut dire qu'au moment où ensuite, ils vont se retrouver dans la situation d'arriver à la retraite, tel que le système est fait, ils n'ont rien du tout. C'est Ouais. fou. Ça Bah, n'a c'est- aucun sens, quoi. C'est comme si t'es mère au foyer, Bah oui, tu n'existes pas aux yeux de la France. bah, exactement. C'est honteux. Tout ça, c'est Alors que t'as- absurde. Voilà. Et le revenu universel a l'avantage aussi de régler le problème de l'autre côté, c'est-à-dire les plus âgés. Aujourd'hui, on ne sait pas. Je veux dire, n'importe qui d'entre nous, un risque, une chance, peu importe, parce que on est content que nos parents vivent le plus longtemps possible, mais d'être confronté, non pas simplement à la question de la retraite, mais à la question de la dépendance. Aujourd'hui, il n'y a pas de politique publique sur la dépendance. Alors, il y a des... Jospin avait créé un fonds qui existe, qui a été ensuite abondé par Hollande. Donc, il y a un petit truc qui existe, mais qui règle absolument pas le problème. L'avantage du revenu universel, c'est que, en plus de ta retraite, donc ça n'a rien à voir avec ce que tu as travaillé ou pas, de toute façon, C'est tu as en le plus. revenu universel. Ouais. Donc le revenu universel, dans ce cas-là, il va permettre à une famille d'assumer son père ou sa mère. Alors qu'aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire que les gens se retrouvent, ils ne sont pas en capacité parce qu'ils ne peuvent pas les loger chez eux. Ils n'ont pas de quoi payer des maisons décentes. Et donc, il y a des gens qui vivent dans l'indignité, en fait. C'est ça, la réalité. Et c'est fou. Parce que la société ne s'en occupe pas. C'est comme s'il y avait des trous dans la raquette, quoi. Ouais. Et ça, le revenu universel solutionne ça. Mais alors, comment Pour faire tout le monde. passer votre Ouais. idée? Comment y aller? Votre Là, c'est à 100 projet mètres, C'est- l'Élysée. On peut y aller. Toi, ils Ah, te connaissent bah oui. un peu. Nous, on peut y aller, Kelly. On y va. Allez, Non, c'est mais parti. c'est fou, parce que ça, c'est vraiment tout commence par là, Ouais. de la révolution. Alors ça bouge un peu, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a le gouvernement travaille sur un certain nombre de petits morceaux. Ce qui est marrant, on en parlait, c'est que le revenu universel, il a été un peu abîmé parce qu'il a été politisé. C'est-à-dire que moi, je le défends depuis très longtemps, avec des gens comme Julien Bayou. Personne n'imagine que Julien Bayou, Frédéric Lefebvre, son pote, et qu'ils ont pu faire des combats en commun, alors que c'est le porte-parole des Verts, qu'il est honni par une partie des... Mais la vérité, c'est qu'on pense la même chose sur un certain nombre de choses. On s'est occupé
Tous les deux, on a été au contact de gens qui sont dans la rue pour essayer de comprendre les mécanismes. Moi, j'ai essayé d'accoler des réformes qui ont été faites aux États-Unis, qui sont extrêmement intéressantes sur le logement pour tous, pour pas laisser les gens dans la rue. On a essayé de convaincre en Île-de-France pour le faire. Bon. Donc moi, je crois beaucoup à tous ces trucs-là. Mais au fond, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que les citoyens, à un moment, se fassent entendre de cette manière-là. Et là, ça dépasse le système des élections. On peut s'organiser. Il faut réclamer des expériences. Moi, j'avais presque convaincu Xavier Bertrand, à un moment, de faire une expérimentation dans le Nord. En plus, le Nord, c'était extraordinaire, parce que moi, je revenais... Bien sûr, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. Je revenais des Pays-Bas, où ils avaient fait une expérimentation sur le revenu universel. Ils avaient accolé 3 types de revenus universels, y compris pour ceux qui sont réfractaires à mon modèle, le modèle que je défends, avec un système où les gens devaient rendre, en échange du revenu universel, une activité d'utilité publique. Pourquoi pas ? Donc, ils ont fait des tests de tout ça. Moi, j'avais dit à Xavier, fais ça dans le Nord. Au début, il m'a dit, c'est super, puis il ne l'a pas fait. Oui, mais là, il veut se présenter. Il se présente, c'est pas qu'il veut, c'est qu'il se présente, mais ressoufflez-lui mais l'idée. il ne va pas en parler, il ne va pas te défendre. Parce qu'en fait, ça leur fait peur par rapport au mécanisme. Mais je ne vois pas ce qui fait peur en plus là-dedans. Moi, c'est pour ça que des fois, j'ai peur. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils se disent, si moi j'annonce, par exemple, que je mets en place ce truc, et que j'envoie le message, et notamment la gauche se dit ça, j'envoie le message aux fonctionnaires qui est une partie de mon électorat naturel, qu'en fait je vais leur supprimer leur poste et qu'ils sont inutiles. Du coup, ils vont pas voter pour moi. Donc s'ils votent pas pour moi, je serai pas élu, je pourrai pas faire ce que je veux faire. Donc ils renoncent. Ou bien ils le transforment. Typiquement, revenu universel, moi je le défends depuis toujours. C'est en lisant Milton Friedman que j'ai compris le truc. Aux États-Unis, ils l'ont mis en place de manière incomplète, mais il y a des réformes qu'on pourrait faire en France super intéressantes, tirées de systèmes américains qui permettraient, sur le SMIC par exemple, d'arrêter de surcharger les toutes petites boîtes et d'arriver à un système beaucoup plus intéressant pour les citoyens. Mais bon, c'est d'autres parenthèses. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens, en fait, ils se rendent compte que c'est intelligent, ils voient qu'on pourrait le faire, et on revient au système démocratique, avec les élections à intervalles réguliers, avec le quinquennat de moins en moins de temps pour faire des réformes compliquées et pas toujours populaires. Donc, du coup, des présidents ou des ministres qui n'assument pas de faire des trucs impopulaires. Et c'est un cercle vicieux, donc ils font pas le truc, tout en sachant qu'il faudrait le faire. Oui, mais du coup, c'est un peu comme si... Là, vous voyez personne pour porter votre projet. Alors, qui pour le porter ? Si, il y a des tas de gens, en fait. Par exemple, il y a quelqu'un avec qui je m'entendais peu, pour tout dire. J'avais pas de très bon rapport avec lui, qui est Dominique de Villepin. Il a été... très loin là-dessus, il était prêt à aller très très loin. Oui, mais ça c'est un peu, c'est un dinosaure. Oui, là, je parle dans ceux qui vont se présenter l'année prochaine. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a parfois des gens dont on imagine qu'ils ont une image complètement différente, qui sont capables d'aller sur ces terrains-là. Et donc moi, je ne désespère pas qu'il y ait des gens qui soient en capacité de le faire. Alors, celui qui a un peu pourri le truc, je l'aime bien en plus, donc je dis pas ça méchamment, mais c'est Benoît Hamon, parce qu'en fait, lui s'est mis au revenu universel sur un coin de table. On était en train de faire un dîner-débat avec le MoDem des Yvelines sur le sujet. Et alors, quand on a commencé le dîner-débat, il était contre et j'étais pour. Et on débattait là-dessus. Puis on se retrouve au moment du dessert. Il me dit « Putain, ton truc, c'est pas con. Mais il faut que je le gauchise parce que là, c'est comment veux-tu que ça passe dans mes trucs. » Et donc, du coup, il s'est mis là-dessus. Mais 3 semaines après, je mens pas, il était candidat à la présidentielle avec le revenu universel comme porte-drapeau. Sauf qu'il en a fait un truc qui était une sorte de RSA élargi. Bon, rien à voir avec le revenu universel. Il a renforcé l'image négative du revenu universel dans une partie de la population, qui était du coup un truc qu'on file à des gens qui ont déjà... Voilà. Surtout qu'en plus, c'est pas ça. Il faut donc, c'est pas tout le monde pareil, en fait. Mais oui. Il faut plus opposer en fait, les gens. c'est ça qui est intéressant, c'est que le revenu universel, comme on le donne à tout le monde, il n'y a plus de conditions. Ça coûte rien de le gérer. Il n'y a pas besoin de ces gens qui disent vous avez le droit, vous n'avez pas le droit, vous avez trop payé, pas payé. Non, tout le monde a la même chose. Oui, et puis... Et après, il y a juste le système des impôts qui fait que si on est riche, on nous le reprend en entier et on prend en plus. Donc finalement, il ne va pas nous servir. Mais c'est beaucoup plus intelligent de le gérer de cette manière que, du coup, de chercher à rendre les égalités dans un second temps en inventant des usines à gaz dans tous les sens. Surtout qu'en plus, aujourd'hui, on est dans le... Tu vois, on va plus être là à te mettre une amende parce que tu n'as pas payé ton parc-mètre, plutôt que de trouver la façon que ce soit gratuit, en fait. Et comme tu dis, tu mets des parkings aux portes de Paris, pour parler de Paris, mais par contre, derrière, il faut qu'on te mette un petit bus à l'hydrogène, pas un gros bus au diesel, mais un petit bus à l'hydrogène, ou bien des trottinettes possibles, ou des vélos en accès libre, enfin un truc, on t'offre autre chose. Et si tu veux vraiment venir, alors on te fait payer, on fait un vrai péage. Ou bien, par exemple, personne communique à Paris sur le fait que tu as une voiture hybride, paye pas le parc-mètre. Ouais. Moi, je l'apprends à plein de gens, ils sont pas au courant. Bien sûr, les on gens fait pas trop la pub, on veut pas trop en parler non plus. Ouais.
Qu'en fait, sinon, tout le monde Tout le viendrait. monde va le faire. Tous ceux qui habitent à la campagne ou en banlieue, bah, tu te branches, tu viens à Paris, tu payes pas. Vaut mieux pas que ça se sache. Toi, c'est ça qui va pas. Et plutôt que de mettre des gens qui mettent des amendes, autant mettre des agents d'ambiance. Agent d'ambiance. Mais oui, les agents d'ambiance qui vont te réciter un poème, qui vont t'aiguiller les touristes pour expliquer les choses, personne ne sait rien. Mais il y a C'est bien tellement le concept raison. d'agent en fait. d'ambiance. Et Non, qui mais vont faut- te dire, Génial, j'adore. garez-vous en double fil, bloquez pas la rue. Mettez-vous juste Faut être là, dans mais des je logiques regarde, positives, comme en ça, je dis, ouais. En fait, on n'est pas dans le partage. On n'est pas dans le bien-être. Non. Non, pas du tout. Enfin, c'est pas du tout la C'est priorité. ça qui nous manque. Mais- Mais c'est vrai que c'est dur, parce que le système fait que tu arrives au pouvoir, et puis de toute façon, tu avais déjà un agenda, tu dois déjà aller inaugurer l'usine à machin, et tu as déjà T'as ça, 35 puis t'as repas un problème de d'organiser. culture machin. aussi. Je pense que notre culture judéo-chrétienne fait qu'on a une sorte de culpabilité à vivre bien, et donc du coup, on a du mal à en faire une politique, en fait. C'est paradoxal, mais moi, j'ai été voir, par exemple, le revenu universel appliqué en Inde. C'est impressionnant. C'est-à-dire que dans une province, ce sont les femmes qui ont pris ça en main. Alors, c'est évidemment des revenus universels qui nous paraîtraient ridicules. C'est-à-dire, en termes de montant, en euros, c'est grotesque. Sauf que dans une société où les hommes avaient tendance à boire beaucoup et travaillaient pas beaucoup, le revenu universel a réussi à créer, et c'est les femmes qui l'ont géré, a réussi à créer petit à petit la mise en place d'entreprises qui ont généré du coup de l'activité et des revenus. Et les entreprises, c'était 3 poules qui pendaient des œufs, des choses comme ça. Mais ça a ramené les gens, en fait, vers du travail utile. Donc c'est ça qui a du sens. Avec des systèmes de microcrédit aussi. Ouais, les microcrédits, c'est pareil. Bah, comme dans les pays nordiques aussi, le côté congé paternité, qui est pareil. Où, Bah du oui. coup, d'un coup, pourquoi la femme n'aurait pas le droit de continuer à travailler, tu vois. Mais Ouais. en France, on est quand même très archaïque, très vieillot. Très, très. On est très à l'ancienne. Et ce qui est bizarre, c'est que le problème, c'est qu'on est au courant de tout parce qu'il y a l'Internet. Mais oui. Et du coup, tu rentres chez toi, t'es déprimé. Voilà. Mais Parce je crois que qu'il y en a tout qui ne voudraient existe. pas du tout prendre leur congé paternité. Ah, moi, oui. Hein. Je crois que ça a été porté à 2 mois, non? C'est pas Ouais. récemment. Récemment. Et de toute façon, il y a bien eu des études, c'est même pas moi qui le dis, parce que moi, vous savez, moi, c'est des études qui ont prouvé que toutes les sociétés dirigées par des femmes étaient beaucoup plus productives et en avance. Donc voilà. Bah ouais, mais justement, on n'est pas avancé parce que quand on a des idées comme ça, c'est pas frustrant justement de ne pas pouvoir essayer de les mettre en œuvre. Mais ma vie a été faite de T'énerve pas, frustration. Élise. Toute ma vie politique. Toute ma vie politique a été faite de frustration. Mais justement, maintenant, vous n'avez plus de vie politique. Élise, quand tu parles, déjà, pose ce couteau. Normalement, on parle normalement entre nous. Donc on va pas. Heureusement que tu l'as Parce mise à distance parce que. Non, mais Mais c'est tendu, de toute façon, les podcasts sont très tendus. Hein. C'est vachement des règlements de compte entre des gens qui s'opposent. Non, mais en dehors de porter pif à l'Élysée, je veux dire, on peut quand même essayer de. Enfin, il y a un juste Je suis milieu. d'accord. On peut- Mais il a encore plus de mérite, parce que c'est encore plus dur, parce que lui, Mais il bien connaît sûr. de l'intérieur. Nous, encore, C'est on ça. est extérieur, donc on peut critiquer, on peut émettre des avis. Mais je le trouve très calme pour un mec en... Mais c'est normal, j'imagine, Connais. quand on a arrêté la politique, même d'être encore nourri par ce milieu et d'avoir encore envie de faire des choses. Mais ça doit quand même être frustrant de ne pas pouvoir essayer de Non, aujourd'hui, je suis- mettre en alors, œuvre quelque chose. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de frustration. Mais vous n'avez Et pas ma envie frustration, de... je l'ai eue toute ma vie politique, au contraire. Alors, quand t'étais dedans. Ouais, bah oui. Mais vous n'avez pas envie d'essayer de justement de, Si, mais je pense de faire que. avancer mais ne serait-ce notre que là, société. par exemple, on Oui. parle entre nous. Oui. Je dis des choses de manière totalement libre. Et personne n'imagine que je le fais avec un objectif, puisque j'ai Ouais. pas d'objectif politique. Bah non. Je veux plus de mandat. Quel est l'objectif? C'est marrant parce qu'il y a des gens qui ont cru, par Ouais, exemple, c'est vrai. quand j'ai repris la licence de PIF, il y a des gens qui se sont dit, ils voulaient m'inviter sur les plateaux partout. J'ai Il dit va non. voter communiste. Non, enfin, il y a peut-être qui se sont dit ça, mais surtout, non, ils se sont dit, il fait ça avec une arrière-pensée. C'est pour revenir en politique, pour. Mais ils n'ont rien compris, quoi. Je m'en fous complètement. Et ils ont été surpris, parce que quand toutes les émissions, qui souvent refusaient d'ailleurs de m'avoir comme invité quand j'étais soit au gouvernement, soit un homme politique, à la sortie de PIF, tout le monde voulait que je vienne sur les plateaux, et j'ai tout refusé. Donc là, ils se sont dit, mais en fait, on n'a pas compris, quoi. Parce qu'au début, ils étaient tous persuadés, parce que pour eux, un homme politique, c'est quelqu'un qui, jusqu'à la mort, Ouais. ne va penser qu'à une chose. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est à ça. diriger, c'est à. Enfin, et en fait, ils n'ont pas compris que moi, il y a un truc beaucoup plus important que la politique pour moi, qui est la vie, tout bêtement. Hein. Ouais. Oui, mais alors, par exemple, moi, je fais un métier extraordinaire qui a du sens, et c'est pour ça que je me suis engagée dans cette voie. Fred fait un métier qui a du sens, il fait rire les gens, c'est essentiel. Mais vous, alors évidemment avec PIF ça a du sens parce qu'en Oui, plus c'est ouais, un ça y est. magazine écolo et c'est génial, mais En fait, c'est les initiatives privées qui Mais moi, font j'ai avancer presque les choses. l'impression que ce que je fais aujourd'hui Oui, ça a fait a plus plus avancer de les choses. sens Ouais. que ce que j'ai pu faire souvent dans un monde politique que j'arrivais pas à faire bouger. Qui était, c'est moi qui ai théorisé, par exemple, l'ouverture à gauche avec Sarko. Aujourd'hui, je suis très content de voir que Macron, de manière sincère,
depuis 4 ans, fait travailler la droite et la gauche. Tout le monde a fini par l'oublier. Mais je veux dire, c'est un truc que je défends depuis 15 ans, moi. Bon. Ouais. Sarko, il l'a massacré en 6 mois. Il est arrivé, il a théorisé le truc, il a pris... Puis il a fallu que Devedjian fasse une punchline formidable, d'ailleurs, qui fasse déjà l'ouverture aux sarkozystes, pour que Sarko se sente dans l'obligation de se justifier. Et du coup, il a expliqué, en fait, l'ouverture, je l'ai fait pour niquer les socialistes, je vais devenir le DRH du PS. Donc il tuait l'ouverture au moment où il la lançait. Macron, après on peut lui reprocher des trucs, mais la réalité, c'est que depuis 4 ans, il n'a jamais critiqué la droite. Il fait travailler la droite et la gauche. Après, il peut faire des erreurs, il choisit peut-être les biens, les bons, les pas bons. Enfin, chacun a son avis. Mais en tout cas, il est cohérent dans cette démarche-là. Et ça, moi, je lui en sais gré, parce que ça a du sens pour moi. Puis on perd du temps à dire à soutenir qu'un côté ou de l'autre. Ouais, bien sûr. En fait, il faut trouver les bonnes idées. Et puis il faut trouver les gens, après les mettre au bon endroit, en fait. Parce que c'est vrai que la droite a peut-être un peu plus de crédibilité et de légitimité sur tel ou tel sujet, la gauche en a plus sur tel ou tel autre. Et donc c'est intéressant d'essayer de mettre ces gens-là ensemble et de les faire travailler en n'étant pas d'accord sur tout, mais en tout cas en essayant de faire avancer le schmilblick sur les différents sujets. Moi, je crois beaucoup à ça. Et en fait, là où j'ai été frustré, justement, c'est tout au long de ma vie politique. Pas dans la première période de ma vie politique, parce que j'ai eu l'immense bonheur de commencer avec Chaban, qui était vraiment un monsieur extraordinaire, quoi. Et qui m'a appris que pour faire bouger les choses, il fallait additionner les différences. Et ça m'a jamais quitté, en fait. Et je pense que c'est effectivement la clé, en fait. Ça a été une période heureuse de ma vie. Après, j'ai eu une autre période heureuse, parce qu'en plus, j'ai cru beaucoup à ce moment-là que Sarko était, parce qu'il était aussi chabaniste, était complètement dans cette logique. Donc c'était bien avant ce que j'appelle la route buissonnière ou l'école buissonnière qui nous a amenés au désastre. Et c'est là où moi je me suis séparé de lui totalement sur le plan intellectuel. Mais j'y ai cru. Donc en fait toute la partie de conquête du pouvoir pour moi a été des moments extraordinaires. Ensuite, j'ai été heureux quand j'étais ministre parce que j'agissais dans mon secteur. J'ai fait des trucs, la fête de la gastronomie. Souvent, les gens se moquaient de moi. On m'appelait le ministre des chefs ou autre. Mais je savais que je faisais des choses qui avaient du sens. Quand j'ai fait le panier des essentiels, par exemple, où j'ai obligé la grande distribution, dès que je suis parti, évidemment, ils ont rayé ça, mais à mettre en place des paniers bio à bas prix, renouvelables chaque semaine, pour que les gens puissent manger sainement. Évidemment, ils n'aiment pas ça, parce que quand on oblige toutes les enseignes à faire la même chose, eux, comme ils se différencient, ils détestent ça. Mais tous ces trucs-là que j'ai faits, je sais que ça a du sens. Ensuite, je suis bien obligé de constater que le système, au fond, s'en contrefout, que dès qu'on s'en va, le système reprend la main et redétruit tout ce qu'on a mis en place. Ouais, c'est très... Donc, moi, ma frustration, ça a été le moment de ma vie politique. Là, au contraire, je vis des moments de bonheur complet, quoi. Je veux dire, sur PIF, je suis avec que des gens passionnés. On défend la même idée qui dépasse complètement les idéologies politiques. On le fait avec les gens les plus purs qui existent, c'est-à-dire les enfants. Donc c'est au contraire, j'ai l'impression que ma vie reprend du sens, en fait, paradoxalement. Et toi, Élise, ta vie reprend du sens? Moi... Le mec est vraiment nul en lancement testo. Non, moi j'étais journaliste parce que j'étais très curieuse et c'était la meilleure profession qui, pour moi, satisfaisait ma curiosité. Ouais. Voilà. Et que je changeais de sujet tout le temps. Donc, et j'ai voyagé, j'ai eu de la chance. Et puis après, j'ai toujours été sensible à l'océan, justement. J'ai fait beaucoup de plongée depuis toute petite. Et donc là, aujourd'hui, ce que je fais, ça a du sens et je me vois pas faire autre chose pour le moment parce que vraiment, c'est le combat qui m'anime et qui me comble. Voilà, je suis là où je dois être. Et c'est formidable d'être en accord avec soi-même. Voilà. Ouais. Bah c'est ça. Mais Fred est en accord avec lui-même. Non, mais aujourd'hui, on a plus l'impression d'être quand même dans le privé, à arriver à plus faire de choses et à s'accomplir que justement dans la politique, alors que ça devrait être l'inverse, puisque, enfin, c'est le débat qui ressort aujourd'hui, mais c'est que du coup, tu as l'impression de te heurter à toute une machine qui est un rouleau compresseur. Et en fait, c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut déstructurer. Mais là, on arrive peut-être au bout. Hein. Je pense qu'on a même franchi cette étape-là. C'est-à-dire que le fait de se dire je suis patron de ma boîte, donc je fais ce que je veux et je m'occupe de moi, ça suffit plus aujourd'hui. Ouais. Et donc, il faut que chaque citoyen, là où il est, se dise qu'il y a une part de son temps, une part de son énergie qu'il doit mettre pour le bien commun. Mais il faut que, du coup, il n'ait pas le sentiment que les richesses qui sont créées dans le pays
lui passe sous le nez. D'où l'importance du dividende et du revenu universel. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a le revenu universel, on est beaucoup plus fort à dire aux gens, la collectivité te donne le choix sur ta vie, va te permettre de changer de métier, de faire ta passion, de t'arrêter pour t'occuper de tes enfants, de faire le tour du monde, enfin tout ce que tu as envie de faire. Mais en même temps, toi, pense que si on fait ce système-là, c'est parce que la collectivité décide de le faire. Donc toi, tu dois aussi rendre des choses à la collectivité. Et moi, je pense qu'il faut sortir justement de ce système, alors qui a créé cette perversité où effectivement les gens disaient tu fais de la politique, donc du coup, t'as pas le droit de te servir pour toi-même, ouais. Et donc du coup, tu dois faire que le bien des autres. D'abord, je pense que personne n'est parfait, ça n'existe pas. Les tentations peuvent être fortes sur tel ou tel type de choses, qu'on finit par être emporté par des choses et on se rend plus compte d'un certain nombre de choses. Des trucs tout bêtes, hein. Ça choque tout le monde, par exemple, quand on va dire tel ministre qui a été flashé à 200 km/h sur l'autoroute. Tout le monde va être scandalisé. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, d'abord si le ministre... c'est en Allemagne, non. Non, mais d'abord, le ministre, il ne conduit pas. Il a le droit. Oui, déjà, il ne conduit pas. Quand ça se passe, c'est pas lui qui conduit. Ensuite, il va généralement d'un point d'intérêt général à un autre point d'intérêt général. Souvent, comme c'est fatigant, parce que quand tu es ministre, tu bosses... c'est le moment le plus fatigant de la vie. Et du coup, souvent, dans ta bagnole, ce que tu fais, c'est que soit tu bosses, soit tu dors. Tu sais même pas à quelle vitesse les gens roulent, ton chauffeur et tout ça, t'en as aucune idée. Et donc, du coup, on est dans un système qui est complètement pervers, en fait. Oui, on divise entre l'acteur public doit être exemplaire, et par contre, les acteurs privés, eux, ils ont fait le choix de s'occuper d'eux-mêmes, donc ils font ce qu'ils veulent. Je pense qu'il faut sortir justement de ça. Il faut qu'on ait une sorte de conscience collective, et que pour ça, il faut que le système veille à ce qu'on ait en préventif, moi je suis toujours sur la prévention, agir avant plutôt que corriger après, et une forme de répartition égalitaire. Alors, moi, tu sais, dans mon parti à l'époque, on me traitait de communiste, de gauchiste. J'ai aucune difficulté avec l'idée du communisme d'ailleurs. Je trouve qu'elle est très belle, cette idée. Après, c'est le chemin pour y arriver qui peut être choquant. Mais sinon, en tant que tel, je veux dire, qu'est-ce que toi, t'as de plus que moi? Qu'est-ce que j'ai de plus que toi? Mais c'est tout ça, ça n'a aucun sens. Après, on a des passions les uns et les autres. Pourquoi est-ce que, par exemple, quelqu'un qui va travailler dans le milieu de la banque va gagner 10 fois plus que celui qui ramasse les poubelles? J'aimerais bien savoir pourquoi, en termes d'utilité sociale. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut de nouvelles échelles sur l'utilité sociale. Je pense que c'est ça qu'il faut réussir à créer. Dans un monde parfait, en fait. Et dans un monde parfait, on ne pourrait pas taxer un peu plus les footballeurs, par exemple? Parce que, ça va pas, j'ai beaucoup d'amis footballeurs. Non, mais... tu me coupes ça. Non, mais... Attends, moi, il y a quand même un truc incroyable, c'est qu'il y en a quand même qui ne marquent pas de but, qui gagnent des millions. Ouais, c'est vrai. Ouais, tu penses à quelqu'un en particulier? Moi aussi, j'ai quelqu'un en tête. Non, mais en fait, ils sont souvent plus préoccupés par des fantaisies capillaires que par marquer un but. Donc, eux aussi, il faudrait quand même un peu les faire... Ouais, mais tu travailles pas beaucoup. Sur quelques années, c'est quand même très, très rentable. Il y a très peu de... Ouais. Très peu d'élus. Ouais, très, très rentable. Les pouvoirs politiques touchent pas trop à ça. Moi, je pense que, justement, d'ailleurs, j'ai une question, j'y pensais tout à l'heure, mais c'est que, enfin, pourquoi pas, après Élise, tu vois, justement, pourquoi moi je serais mieux qu'Élise? Élise peut savoir mieux que moi. Non, mais je pense qu'il y a un truc plus global, c'est que moi, je serais plus pour avoir, si tu veux, une sorte d'obligation de bénévolat ou de faire de l'associatif pour chaque personne où tu as genre 15 jours par an que tu dois donner aux autres. Je serais plus pour ça, mais après, payer impôt sur le revenu 100 €, au contraire, et par contre, taxer la finance. Parce que c'est là où il y a le vrai oseille. Bien sûr. Parce qu'au final, toi, regarde, tu travailles, tu deviens, ça marche ou pas, pendant combien de temps? Toi, souvent, ils sortent... Moi, alors là, je défends mon truc. Mais on sort des salaires d'acteurs. Mais en fait, déjà, divise-le par 2 ou par 3. En fait, en vrai. Et est-ce que tu sais ce qu'il a fait avant où ça a marché, tu vois? Donc, ça aussi, c'est très bizarre, ce classement du... Je sais plus quel journal, je vais pas le citer. Une fois par an, c'est du buzz. Mais en fait, tu as envie de plus d'avoir un truc comme ça, où tu n'as pas besoin qu'on te prenne tes impôts. Normalement, on ne doit pas prendre de droits de succession à la fin de ta vie. Normalement, c'est peut-être ça qui va aider les autres. Enfin, ça me paraît fou déjà. On te prend de l'oseille à la fin, alors que s'il faut, tu vas aider tes enfants à s'en sortir. Ouais. Maintenant, on veut bien te remettre un coup de poignard dans le dos. Tu payes plusieurs fois, en fait. C'est ça, ce qui est très choquant dans le système, notamment le système français, c'est que tu payes plusieurs fois. C'est-à-dire que, par exemple... Oui, c'est ça, en fait. C'est pas clair non plus. En fait. Tu payes plusieurs fois sur ton patrimoine, à plusieurs reprises. Alors que tout le monde est d'accord de payer, mais c'est pas normal de payer sous plein de formes différentes. De la même façon que le système tel qu'il est fait aujourd'hui, sur ce qu'on disait, la complexité, en fait, il y a toujours des gens qui s'en sortent mieux que d'autres.
Bien sûr. Et ceux qui s'en sortent mieux sont souvent les mieux informés, mais c'est mieux pas conseillés. nécessairement ceux qui font le plus d'efforts ou qui galèrent le plus. Donc ça n'a pas de sens, quoi. Bah oui, mais enfin, Mais en tout cas, ça fait partie- Frédéric, on vous a fait venir pour régler des problèmes. On sort de ce podcast et dehors, ça sera pas la même vie, j'espère. Ah bah non, mais a tout été va dit. changer. J'espère que vous avez envoyé des textos. Moi, je veux pas me retrouver avec un PV de stationnement, quoi. Normalement, je dois pas payer les stationnements. Non, Et non, des mais réactions, c'est fini. ouais. Hein. Les PV, c'est fini. C'est fini, ça. Ah bah la mairie de Paris a annoncé Ah oui, aujourd'hui qu'il n'y avait plus de PV. C'est vrai? Ah bah voilà, vous voyez, donc ça avance Terminé. Il depuis y le a quoi à la podcast. place? Bah voilà. Ah, je sais pas. Je crois qu'on t'offre un panier fraîcheur de légumes bio. Non mais c'est vrai, en plus le système maintenant c'est du racket, quoi. On n'a même pas le temps d'aller à la machine. Oui. C'est comme il passe en bagnole. Ouais. Arrête de mentir. Comme le Google Earth. Moi là, ça qui m'est te arrivé la prend dernière Ouais. fois là. Avec la caméra. Mais oui, Ça c'est m'est vrai. arrivé la dernière fois, Ouais. j'ai même pas eu le temps d'aller à la machine C'est pour ça. payer. Ouais. Que en fait j'avais un PV qui était mis parce qu'en fait c'est plus physique en fait. Mais non, mais de toute façon, il faut le faire avec les applications déjà. Ou bien, il faut avoir une hybride ou une voiture électrique. Oui, et bien c'est sûr. hybride depuis 2015. Je paye pas et Moi je vais m'acheter une voiture électrique. Moi, j'encourage tous les gens qui habitent un peu en banlieue ou qui ont le moyen de se brancher, Bah, c'est ce qu'il faut quelque faire, c'est part, évident. à acheter hybride ou électrique et en location longue durée. Et comme ça, vous ne paierez pas le stationnement en Paris. Et là, je vais Pas recevoir un coup de... Ah bah ça y est, tiens. Regarde, la mairie de Paris qui m'appelle. Oui. Oui, allô. Oui. Ah, non, je rigolais, on va l'enlever du podcast. D'accord, ok. Merci. C'est Bernard qui bosse à la mairie, un ami, cantonnier. Non, mais je sais pas. Est-ce que vous avez d'autres questions, Élise, à poser Pourquoi vous avez repris PIF? Ah, et pourquoi il a fait ça, Parce c'est que vrai c'était un magazine aussi que vous lisiez. Ouais, bien sûr. En fait, j'ai une vraie histoire avec PIF, parce que je l'ai lu quand j'étais enfant. Et j'avais interdiction de le lire, en fait. Mon père, donc je suis à la fois dans... C'est régressif, transgressif, tout ce qu'on veut. Ah oui. C'est-à-dire que mon père était très anticommuniste, et donc considérait, non pas que PIF véhiculait des idées communistes, mais finançait, du coup, le Parti communiste. Et donc, du coup, j'avais interdiction de lire PIF. Et il se trouve qu'il y avait un monsieur que j'aimais beaucoup, qui s'appelait Daniel, qui vendait l'Humanité Dimanche, qui était le cadre du club de foot. Et du coup, par lui, je me suis abonné à PIF en cachette et je le recevais chez ma grand-mère. Donc j'ai lu PIF gamin. Et PIF m'a toujours impressionné, c'est ça que j'essaie de refaire aujourd'hui, dans un monde où les magazines jeunesse sont complètement segmentés. C'est-à-dire que c'est vraiment des tranches d'âge, quoi. On prend, je ne vais pas citer de nom, Ouais. mais à chaque fois, c'est les 3-6 ans. Oui, c'est par niveau de les lecture 6-9 et ans, d'éveil. les- Ouais. Oui, alors. Et moi, ce que j'aimais dans PIF, c'est que c'est familial, en fait. Exactement. Quand j'avais 6 ans, je lisais PIF. Alors, il y a des trucs que je lisais au premier degré, comme La jungle en folie, alors qu'en fait, il y a des messages très intelligents qu'on lit différemment à 18 ans, mais je les disais au premier degré. Mais PIF, Placide des Museaux, Léo, tout ça, je lisais ça quand j'étais vraiment très, très gamin. Et quand j'avais 18 ans, je lisais toujours, mais je lisais Corto Maltese, Docteur Justice, Rahan. Donc, en fait, ça m'a accompagné, PIF. Je lisais aussi Pilote, et ça m'a toujours impressionné. J'aimais cette diversité. Il y a toujours des talents, Gottlieb, Guélion dans PIF, tout ça, qui m'ont accompagné en fait tout le temps. Et j'étais malheureux que PIF n'existe plus, mais depuis très longtemps. Donc je faisais partie de ces gens qui, dès qu'il y avait un truc qui sortait sur PIF, je l'achetais, je collectionnais, j'ai des personnages, des trucs, un peu comme cette communauté qui adore PIF. Et puis j'étais content quand PIF est ressorti en 2015, mais assez déçu du modèle que c'était. Donc j'en ai acheté un ou deux, mais j'ai arrêté après, comme beaucoup de gens, ce qui fait que ça s'est arrêté. Et puis après, j'ai vu qu'en 2017, ils ont envisagé de le refaire. Et puis ils avaient fait un truc que j'aimais pas du tout, parce qu'ils avaient... D'abord, ils voulaient le ressortir, ils avaient fait un appel de fonds sur KissKissBankBank, ils ont récolté des fonds. Ils avaient décidé qu'il n'y ait plus de gadgets. Je trouvais ça absurde, parce que pour Ouais, moi, c'est PIF, c'est le impossible. gadget, Ah quoi. bah oui, Ça n'a pas de sens. ça n'a pas de sens. Et ils avaient transformé PIF, qui était en fait habillé en personnage de ville avec une tête de chien. Et Hercule, pareil. Ça me plaisait pas du tout. Le truc s'est pas fait. Et puis, comme l'humanité, qui avait des difficultés financières, a décidé de valoriser un certain nombre d'actifs qu'ils ne pouvaient plus exploiter, en fait, j'ai vu cette opportunité et du coup, j'ai arrêté à peu près tout ce que je faisais pour me mettre à fond là-dedans. Et comment s'appelle le dessinateur de PIF? Il s'appelle Thomas Levadou. C'est un Français? C'est un Français qui est à Londres, dont la compagne travaille Qui dans était les jeux vacciné, vidéo, qui a, de mon point de vue, beaucoup de talent, qui est très moderne. On a fait un truc assez marrant parce que on n'était pas tout à fait d'accord au début sur certains trucs. C'est normal, hein, parce que moi, je suis comme tous les Français qui adorent PIF. J'avais mon idée de PIF et mon PIF préféré, en fait. Et donc, le dessinateur qui dessinait pour nous,
faisait pas nécessairement celui que je voulais moi. Mais Pif, il a été dessiné par plus de 15 dessinateurs. Donc des Pifs, il y en a eu avec des gros pifs, des grandes oreilles. Il y en a qui étaient... Selon les saisons. Selon les années. Donc il y a des gens, par exemple, qui ont 50 ans, ceux qui ont 40 ans, ceux qui ont 70 ans, ceux qui ont 80 ans, ils n'ont pas connu les mêmes Pifs. Mais comme le journal de Mickey. Oui, mais différemment, parce que Mickey et Disney ont toujours veillé. Il y a eu des sautes de personnages sur des grands moments, mais sinon, ils ont toujours exigé que les dessinateurs se collent dans le moule, en fait. Alors qu'en fait, Pif, Vaillant et ensuite Pif était beaucoup plus souple sur les dessinateurs. Et du coup, moi, je trouvais, par exemple, que celui qu'il avait fait avait un trop petit nez, un peu plus de souris que de chien, et Pif, voilà. Et donc, en fait, ce qu'on a décidé pour le Mac 2, c'est qu'on a fait un questionnaire Vulu tout de suite après la sortie du 1. J'étais impressionné d'ailleurs parce qu'on a choisi de manière... Mais attends, un truc de dingue. On a choisi de manière aléatoire. Le fameux référendum. Ouais, exactement. Parmi nos abonnés, on a pris 2500. Bah oui. De manière aléatoire, on a envoyé. En 4 jours, alors que ça durait près de 3/4 d'heure pour faire le truc, 4 jours, on a eu 1000 réponses. 2500 abonnés, 1000 réponses. Un truc de fou. Et on les a fait voter sur 3 Pifs différents, en fait. C'est-à-dire qu'on avait écouté toutes les remarques des uns des autres, et Thomas avait fait, du coup, le même dessin. C'était un Pif qui recevait une boule de pétanque dans la figure, à la place d'une boule de neige qu'Hercule lui avait envoyée. Donc, il était un peu comme ça. Et donc, il a fait 3 dessins, avec un gros Pif, des très grandes oreilles, ou au contraire un tout petit nez. Les gens ont voté, et le Pif qu'on retrouve dans le hors-série, qui est sorti cet hiver, ou dans le Pif qui sort là, en ce moment, c'est le Pif que les gens ont choisi, en fait, à 52,4%. Donc c'est intéressant. Et aujourd'hui, on est là, par exemple, demain, je vais dans un studio qui est en train de travailler avec nous sur de l'animation pour des programmes courts qu'on est en train de préparer de Pif sur la biodiversité, par exemple. Donc tout ça est en train de prendre exactement ce que je voulais, c'est-à-dire on est en train de faire revivre ce héros, en fait, qui nous appartient à tous. Moi, il m'appartient pas plus qu'aux autres, mais moi, j'ai juste acheté la mission de le faire revivre, en fait. Ouais. J'ai pas acheté Pif, hein. Pif, il m'appartient pas. Tiens, à tout le monde. Mais j'ai acheté cette mission-là et voilà, ça me fait un immense plaisir de le faire. Et de ramener des générations sur la magie de Pif, parce que Pif, pour moi, c'est l'inverse de Picsou. Je lisais aussi le journal de Mickey, évidemment, parce que là, pour le coup, lui était au contraire bien vu chez mes parents, donc Picsou, le journal de Mickey, tout ça, mais ce Picsou qui plongeait dans son coffre dans les pièces d'or, ça a toujours été un truc qui me... Alors que j'ai toujours bien aimé ce chien qui était au coin de la rue, toujours à rendre service, un peu maladroit. Et voilà, donc c'est ça l'histoire, en fait. Elle est toute bête. Bah, bravo. Hein. Ah ouais. C'est une belle initiative. Et hein. puis, du coup, vous allez pouvoir. Et puis on a la chance d'avoir là, sur ce numéro-là, Fred, arrêtez de parler de moi parce que... qui a fait un truc absolument incroyable, parce qu'il faut le faire quand même, c'est dans la transmission. Ah oui. Toi, là, Pierre Richard, quand même, lui aussi, un héros national. Ah bah oui. Ah bah oui. En 83, c'est Beaucoup lui plus, qui présente la machine à faire des œufs carrés. Et dans le Pif le Mag numéro 1, on racontait dans nos petits échos qu'il avait cassé 17 œufs quand il avait fait marcher cette machine avec l'équipe de rédaction de Pif. Et donc Fred a été beaucoup plus fort que Pierre Richard, puisqu'il en a cassé 18. Eh oui. Donc il a fait pire que lui. J'ai fait pire que... Donc, mais il fallait de l'adresse pour les casser. Pas facile de casser les œufs. On a un making-of, un best-of qui montre Génial. Qu'il faut être habile pour les casser. Visible sur le site. Oui, le making-of est visible sur le site. Par contre, la vidéo complète, elle est accessible que pour les lecteurs. Et payante, c'est 50 €. C'est gratuit. Quand même, c'est abusé. C'est gratuit, mais pour les lecteurs. Donc il faut qu'ils aient acheté le magazine. Ou qu'ils aient récupéré le magazine de quelqu'un. Parce qu'il est connecté, le magazine. Qui permet, avec un petit Pif-gars qui est un avatar de Pif, d'aller choper des vidéos, des trucs un peu inédits. Donc c'est marrant. Dans l'air du temps. Et en plus, Fred a fait mieux que ça, puisque sur le plateau de Bruno Guillon à RTL, il a même réussi à... Et je pense que tu vas rentrer dans le Guinness des records. Hein, il a même réussi maintenant à en casser 19. Comme il a d'autres exercices à venir, je crains que tout ça ne se termine. En fait, il ne veut pas avoir de successeur en capacité de le battre. Ouais. Donc, il ne s'est pas contenté de battre Pierre Richard. Il veut créer... Ça va de la planche. Voilà, il veut vraiment créer les conditions pour garder le record longtemps. Encore, à vie. Non, mais donc, on s'est bien marré. Voilà, et puis ça, c'est magique. Puis dans la période qui s'ouvre, franchement, où les gamins sont tristes,
ils vivent quand même pas des moments formidables. Finalement, Pif tombe exactement au bon moment, quoi. C'est sympa de ce que tu disais tout à l'heure, d'ailleurs. On est pile dans ce moment-là, quoi. 4 semaines de vacances. Et toi, d'ailleurs, le magazine, comment s'appelle le magazine? Nous, on s'est associés au Petit Quotidien. D'accord. Mais c'était il y a presque un an. On s'est associé avec un de nos mécènes qui est pilote pour créer un numéro spécial qui parlait du Manta. Mais là, il y a Astrapi qui va faire un numéro spécial sur le Manta au mois de mai. Il y a I Love English aussi. Ça, ce sont des magazines du groupe Bayard Presse. Mais on va être repris par un manuel scolaire de 4e, je crois. Donc nous, c'est vrai qu'on a toute une partie sensibilisation et pédagogie qui est très importante depuis des années. Et là, c'est vraiment avec la campagne de communication qu'on a lancée cet hiver. Les éditeurs sont venus vers nous, ou les maisons d'édition, et on est très fiers. Il y a Ozu aussi qui va sortir un livre. C'est super. Oui, on va faire, nous, des choses ensemble. On va collaborer aussi. Ça va être sympa. Avec Pif, c'est génial. Oui, parce qu'il y a quand même une conscience aujourd'hui qui est beaucoup plus réelle, en fait. Ouais. Parce que, comme on disait tout à l'heure, les générations d'aujourd'hui sont au courant de ça. J'ai l'impression qu'on en parle même tous les jours d'écologie. En fait, c'est bizarre même qu'il y ait encore, tu vois, ça, c'est par rapport j'ai l'impression, moi, au monde d'avant, qu'il y a encore un parti écologique. Ouais. En fait, même des partis, ça paraît bizarre. Ça devrait, en fait, être... Avoir un truc global où c'est logique, où c'est évident de vouloir être autonome et moins polluant et plus avant-gardiste, plus intelligent, plus, je sais pas, plus respectueux des autres. Mais je pense que peut-être aussi, en parlant à des gens, parce que ça m'est arrivé, enfin, une fois par semaine, je parle à des gens. Parce que sinon, j'aime pas du tout, je suis complètement renfermé sur moi-même. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a j'ai l'impression que de me retrouver, quand on était petit, dans les années 80, il y avait tout un bouleversement qui est apparu. Et j'ai l'impression qu'on arrive, comme si on était arrivé à la fin d'un monde des parents. Un cycle, ouais. Eux, c'était un petit peu compliqué, un peu à l'ancienne, et d'un coup, il y avait plein de renouveau. Et j'ai l'impression qu'on est là-dedans. On est arrivé aussi à la fin d'un cycle un peu ringard, du coup, et on arrive vers des nouvelles choses et beaucoup d'initiatives privées et de conscience des gens. Je sais pas. Ouais, c'est intéressant d'ailleurs. Moi, je trouve que les très jeunes, aujourd'hui, ont des regards sur leur vie future. Alors, ils se posent beaucoup de questions, ce qui est difficile parce qu'on était peut-être plus insouciants. Donc, c'est pas nécessairement facile à vivre pour eux, en fait. Mais en se posant des questions, du coup, c'est intéressant de voir les réponses qu'ils donnent parce que souvent, ce sont des réponses qui ont du sens. Et je pense que ce qu'on est en train de vivre là fait bouger aussi beaucoup les consciences, y compris des gamins. C'est perturbant pour beaucoup. D'ailleurs, il faudrait lancer un message d'encouragement à la fin de chaque podcast, on essaie de trouver une sorte de phrase ou un truc. Tout à l'heure, t'avais sorti qui était génial? Ah, Voltaire. Chaban-Delmas. Non, Ah c'est oui. Chaban-Delmas. Ah oui, là. C'était Voltaire aussi? Parce Non, qu'il est mais assez érudit, hein. vous avez cité Voltaire aussi. Ouais, mais il a des trucs, il a un iPad en dessous où il sort des phrases. Toi aussi, Élise, non? Moi, j'ai une phrase de Saint-Ex, qui vient du Petit Prince, qui est un de mes livres de chevet, parce que c'est un peu moins intellectuel peut-être que Voltaire, mais quoique Pourquoi? C'est un texte extraordinaire. extraordinaire. Il a failli être à la place de De Gaulle. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Très juste. Ça va aussi avec justement cette sensibilisation des enfants à l'environnement, parce que justement les toucher en leur montrant une coccinelle au pied d'un marronnier, même dans Paris, ben ça commence par là aussi. Et on défend ce qu'on trouve beau, ce qui nous touche, et ensuite on est plus à même de porter ce message auprès de ses parents et après en grandissant. Et d'y croire. Très bien. Hein. C'est marrant, avec Pif, on va faire un truc on va faire une sorte d'audit de la biodiversité en Île-de-France, dans les 12 îles de loisirs. C'est les bases nautiques, en fait, qui existent en Île-de-France. En fait, c'est intéressant parce que c'est les lieux où les gens qui partent pas en vacances restent tout l'été. Ouais. Et en fait, ça se sait pas. Tu as des tas d'endroits, en fait, où tu as des éléments de biodiversité, des espèces protégées, des tas de choses, mais personne ne le sait. Et donc, dans les cimetières aussi. Hein. Ouais. Et là, on va lancer dans ces bases de loisirs, avec Pif Explorateur et The Explorers, avec soit les groupes encadrés, soit les familles, un audit de la biodiversité. Et on va regrouper tout ça, et ensuite, sur Pif, sur la plateforme The Explorers, et on va monter aussi avec PTC, qui est un studio, un petit film qu'on va diffuser ensuite assez largement, pour qu'il y ait une sorte de prise de conscience sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les choses toutes bêtes, quoi. Une coccinelle, les abeilles, enfin tout ce qui fait ce qui fait qu'on a encore un soupçon d'équilibre dans notre monde. Mais parce que ça, c'est génial. Bravo, parce que les enfants sont plus capables de nommer des marques que de reconnaître des oiseaux. Ce qui est quand même essentiel, de reconnaître des oiseaux. Et oui. C'est plus important.
Très bonne remarque, Élise. Il y a un super truc que vous allez découvrir, c'est une appli, c'est Efficycle, qui est un de nos partenaires qui a déniché ça. Il y a une appli qui s'appelle PlanteNet. Avec ton smartphone, tu captures l'image d'une plante et ça te dit quelle plante c'est, quelles que soient les plantes. Ah oui, une sorte Ça, de c'est Shazam des plantes. Et Shazam des plantes. Mais Comment ça, ça s'appelle, c'est génial. PlanteNet? Extraordinaire, PlanteNet. Ah, génial. Ah ouais. Il y a des belles choses. Ça, c'est top. Et alors, ressors-nous l'adage de la phrase de Chaban-Delmas, que ça c'est superbe. En fait, il disait qu'on ne pouvait changer les choses qu'en additionnant les différences. Et en fait, la politique, quand souvent les gens qui cherchent à faire du consensus font l'erreur de gommer les différences, alors qu'il faut les additionner. Il faut que chacun reste dans son identité et que ces identités, on les fasse travailler ensemble. Et surtout pas demander aux gens de gommer leurs différences. Je pense que c'est ce qui a fait le vrai échec de l'ouverture à gauche dans le gouvernement auquel moi je participais. C'est qu'en fait, on demandait aux gens de ne pas assumer ce qu'ils étaient. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a un embryon de quelque chose qui marche. C'est qu'ils sont là pour faire ce qu'ils représentent, en fait. Et il faudrait aller encore au-delà. Mais c'est ça la différence, quoi. Additionner les différences plutôt que de gommer les différences. C'est pas mal, non? Ouais, c'est très bien. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et CocoJet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.